15 millions de chiffres d'affaires, une agence media buying, mais pas que. Tu fais aussi des créatives et tu aides sur la stratégie. Toujours ajouter 2-3 personnes sur le BM et comme ça c'est mieux parce qu'en fait tu as un système de score sur Facebook. Imaginons tu as un compte où tu as souvent des pubs refusées. Imaginons tu as un score de 1 sur 5 et tu as 2 autres profils qui sont à 5 sur 5 dans ce BM et en fait la moyenne des 3, tu seras au-dessus de la moyenne. Juste parce qu'ils veulent pas scale, hein, ça c'est sûr et certain. Parce que j'ai 30-35% de marge, mais scale. Par exemple cette année je sais que mon objectif avec mon associé, notre but c'est d'atteindre les 200K VNF par mois déjà dans un premier temps. Bienvenue dans le podcast Next Step. On a l'honneur d'avoir Exami aujourd'hui. Exami, c'est 15 millions de chiffres d'affaires, une agence media buying, mais pas que. Tu fais aussi des créatives et tu aides sur la stratégie. Et en plus de ça, tu t'es lancé maintenant à ton compte et tes shops, ils connaissent déjà un franc succès. C'est ça. C'est le début, on commence à scaler, mais ouais, c'est ça. J'ai une agence et là, j'ai commencé du coup mes propres shops à côté. Ok, 4-5 ans d'expérience, hein, c'est ça dans l'e-commerce? Ouais, environ 5 ans avec des pauses. C'est un peu entrecoupé, c'est-à-dire que voilà, j'ai commencé le drop, j'ai fait quelques petites pauses, j'ai repris, j'ai refait des pauses et après, je me suis pas arrêté. J'ai fait mon agence du coup. C'est vraiment le truc pour moi qui a explosé, on va dire, après le drop, etc. Et maintenant, justement, j'ai mon agence, etc., que j'automatise, je délègue à fond. Et là, le but, c'est justement de lancer tous mes shops à côté. Excellent. En tout cas, c'est un grand plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je suis aussi accompagné de Zezinho, avec qui on tient le podcast ensemble. Salut à tous. Donc Exami, depuis du coup tes débuts, c'est plus de 15 millions générés pour tes clients et aussi pour toi. C'est ça. On sait que les stratégies de media buying, elles évoluent quand même, mine de rien, très rapidement. Ouais. Selon toi, en 2025, on va attaquer directement dans le vif du sujet, quelles sont les meilleures stratégies de media buying sur cette année-là? Ok, alors pour moi, les meilleures stratégies, alors ça dépend déjà si tu fais du testing, du scaling, etc. Mais pour moi, le mieux, en fait, c'est de faire une ABO pour tester tes créatives. Je pense que c'est, en tout cas, toutes les personnes que je connais qui chiffrent actuellement et moi-même, tout le monde en fait fonctionne comme ça. Tu as une campagne ABO et en fait, ce que tu vas faire, c'est un ad set par créative. Et dans chaque ad set, en fait, tu vas mettre, je dis une créative, mais c'est jusqu'à 3 variations. Par exemple, tu as une vidéo, tu peux mettre jusqu'à 3 hooks dedans. Ou si tu as une créa image, par exemple, tu peux mettre plusieurs images différentes, plusieurs headlines différentes selon le persona, etc. Tester des angles différents. Et donc voilà, moi je fais en full ABO comme ça, en broad. Et ce que je fais, c'est que je dépense environ 150 € par créative. Qu'elle ne fonctionne pas, qu'elle fasse zéro vente ou pas, moi je dépense 150 € parce qu'on a le budget, etc. Forcément, un débutant qui commence, il va mettre... moi je conseille de mettre 10 € par ad set généralement. Pour moi, c'est mieux, mais moi, personnellement, je mets 30 € par ad set, je laisse tourner 3 à 5 jours. Et ce que je fais ensuite, c'est que je viens directement scaler en ABO les top créatives. Okay. Voilà, c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi parce qu'on va vraiment forcer Facebook à dépenser du budget sur les meilleures créas. Et toutes les créatives, on va dire break-even, légèrement rentable et légèrement en perte. Donc légèrement en perte, même bien en perte quand même, mais un minimum intéressante. Et toutes celles-là, je vais les couper et les mettre dans une Advantage Plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, toutes les créatives moyennes, ça s'optimise super bien dans une Advantage Plus. Donc moi, je mets tout à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment un truc que je fais depuis un moment là et ça fonctionne super bien. J'avais testé les Advantage Plus dans tous les sens. J'ai perdu beaucoup d'argent là-dessus. Et c'est vraiment la stratégie que j'ai trouvée qui était le mieux. Toutes les créas pas rentables, je les cut. Hein. Et voilà, je scale en Advantage Plus. Ouais. D'ailleurs, je rebondis sur ça. Pourquoi Advantage Plus et pas CBO? Parce que c'est assez similaire. Ouais. Pour moi, Advantage Plus, c'est vraiment la nouvelle CBO que Facebook a mis en place. Et même, ils sont en train d'obliger tout le monde à l'utiliser. Et la CBO, c'est un peu la campagne, on va dire, la campagne un peu pas morte, mais c'est la campagne en fait que Facebook laisse parce que les gens sont habitués à l'utiliser. Mais l'Advantage Plus fait tout pareil que la CBO en mieux. En sachant que maintenant, tu n'as plus trop besoin de faire plusieurs ad sets avec des intérêts, etc., mettre plusieurs créatifs parce qu'au final, ça vient créer du chevauchement. Et maintenant, l'algo quand même de Facebook est quand même assez intelligent pour cibler de lui-même en broad. Donc moi, je fais que de l'Advantage plus d'intérêt, full broad. Voilà, mais moi, ça fait déjà au moins 1 ou 2 ans où je fais que de la broad. Et peu importe les marques, que ce soit très niché, que ce soit broad, etc., je fais du full broad tout le temps. Okay. Hormis peut-être quand tu fais, par exemple... même sur de l'infoproduit très niché, tu vois, je fais de la broad, mais quand, par exemple, tu vends des formations, peut-être e-commerce, des trucs comme ça, peut-être que là, c'est intéressant de venir mettre des intérêts en Advantage Plus pour que Facebook commence à cibler une audience, on va dire, chaude un peu parce que c'est peut-être dur à trouver, tu vois, ces audiences-là, parce que là, c'est vraiment ultra niche. Et après, il va partir sur de la broad quand tu vas scaler le fait d'activer l'Advantage Plus. Ok, c'est très clair. Donc, si je dois résumer, c'est
une campagne ABO, Ouais, un ad set, une créa avec jusqu'à 3 variations. c'est ça. Tu scales directement l'ABO Ouais. et tous les créas qui sont moyennes, qui ont du potentiel, tu les mets dans une ASC+. Ouais, c'est ça. Ok. En sachant que là, il y a un nouveau truc, ça je vais, je vais le dire un peu en avant-première, mais c'est un truc que j'ai commencé à faire et qui fonctionne super bien. Là, j'ai dupliqué, enfin, j'ai fait sur une marque, ça a cartonné. Et là, j'ai dupliqué sur 4 autres marques, justement. Et c'est le fait d'avoir une Advantage Plus que tu scales pendant plus d'un mois. Et en fait, généralement, celle-là, elle est super rentable, tu la scales et tout, mais au bout d'un moment, tu atteins un plafond de verre. Et en fait, tu regardes dans ta campagne et tu vois que généralement, tu as des créatives en fait, qui viennent prendre tout le spend et tu en as beaucoup qui ne spendent pas du tout. Et moi, ce que je fais, c'est que je désactive en fait toutes les créatives qui ne spendent pas du tout, enfin moins de 50 €. Généralement, il y en a au moins sur une campagne, il y a 100 créatifs peut-être. Il y en a peut-être entre 60 et 70 qui ne spendent pas. En fait. Moins de 50 € sur la totalité de Ouais, sur la campagne. totalité. Après, tu peux prendre jusqu'à 100 €, ça dépend un peu de la d'account. Mais... Et en fait, je viens couper toutes les créas et je les duplique dans une Advantage Plus que j'appelle Advantage Plus Loser. Ok. Et en fait, je mets tous ceux qui spendent pas. Pour forcer le spend. Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, tu as ton Advantage Plus qui spend toujours sur la même créa et ça fonctionne bien. Et tu as une deuxième en fait que tu peux rescale. Et en fait, tu peux faire ça à l'infini si tu as vraiment beaucoup de créatives. Tu mets toutes les créatives sauf les grosses winners qui spendent beaucoup. Voilà, c'est ça. Okay. Donc tu te retrouves toujours avec, en gros, le schéma de la structuration de tous tes produits, c'est une ABO et potentiellement à chaque fois 2 Advantage Plus et pas plus que ça. Tu peux en avoir plus du coup si tu as... Après, ça dépend de la proportion. Si tu scales vraiment sur plusieurs si millions t'envoies par vraiment mois, beaucoup de créa dans ton ABO. En fait, moi, j'ai mon process où c'était juste une ABO, une Advantage Plus. Donc ça fonctionne bien jusqu'à peut-être 30 K day sur le marché FR en tout cas. Et ensuite vient là où tu atteins un peu un plafond de verre. Et j'ai des clients qui produisent des créatifs, j'étais pas habitué, tu vois, mais ils me produisent par exemple des 200 créas la semaine. Okay. Et en fait, va les tester en ABO, etc. C'est voilà, en fait, du coup, carrément, on vient les tester budget. Maintenant, même en Advantage Plus sur du. En fait, Advantage Plus, c'est vraiment le meilleur truc quand tu viens faire des très 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 gros chiffres, on va dire. Mais en dessous, ABO, Advantage Plus, c'est vraiment le mieux. Okay. Et peu importe le budget, du coup, même un petit budget, c'est pour toi c'est ABO, juste c'est le montant de l'adset qui va changer, quoi. C'est ça. Après, tu peux faire une Advantage Plus pour tester, prendre la température du produit avant, où tu fais une Advantage Plus à 100 € par jour, tu mets 10-15 créatifs dedans. Direct avant l'ABO ? Tu pourrais, juste pour prendre la température, voir si tu as un minimum de traction. Si tu as un minimum de traction, alors, de toute façon, tu es censé faire des ventes. Et si là, c'est intéressant, après, tu pars en ABO pour tester plein de créatives, etc. Et voilà. Mais après, ça reste mieux en ABO. Là, par exemple, j'ai fait le test sur un infoproduit que j'ai lancé. Alors, infoproduit, du coup, on a investi beaucoup à perte. On a investi à 1 000 € de perte au début. Mais du coup, au début, je suis parti en ABO. Après, j'ai mis des gros budgets. On est parti en ABO. Et en fait, sur les 15 créatives, vu que c'est de l'infoproduit et tout, il n'y en a que 3, je crois, qui étaient compris, mais ils ont pris vraiment en mode banger. On les a scalés à l'intérieur. Et par rapport à une Advantage Plus qu'on a fait au début pour prendre la température, et en ABO, on a 2 fois plus de bénéfices dessus, en fait. Parce qu'on force le budget sur les top créas, donc ça s'optimise beaucoup mieux en ABO quand tu forces le budget sur les top créas. Et Advantage Plus pour les créatives moyennes, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en vrai. Super intéressant. Super intéressant. Ouais. Et dans tes campagnes, tu as l'IBO, l'ASC+, potentiellement plusieurs si tu scales vraiment fort. Concernant les créas de retargeting, est-ce que tu en fais une campagne à part ? Est-ce que tu laisses l'algo gérer ? Comment tu gères un peu ce côté retargeting Alors pendant longtemps, moi j'avais des campagnes de retargeting. Donc je faisais une ABO, un ad set, je mettais toutes les créatives dedans pour le retargeting et je mettais toutes les audiences. C'est-à-dire je mettais les visiteurs 60 jours, add to cart 60 jours. Vraiment, je séparais quand même les audiences, même si les add to cart sont dans les visiteurs, je sépare quand même pour que Facebook ait un maximum d'audience. Je pars du principe que plus tu lui donnes d'audience en fait, et plus il est performant. Donc voilà, je faisais ça, sauf que au bout d'un moment en fait, les campagnes elles étaient de moins en moins rentables au fur et à mesure en fait du temps, parce que Facebook modifie ses algorithmes, etc. Et maintenant, il fait beaucoup de retargeting naturel avec ses Advantage Plus. Donc en fait, maintenant, je fais plus beaucoup de retargeting, et quand je fais du retargeting, c'est plus en fait, ça fait déjà du retargeting naturel parce que on a des créatives en fait qui sont déjà en fait du retargeting mais en cold. Et en fait, Facebook dépense automatiquement sur des audiences. Et tu les réfléchis un peu avant de les lancer, genre tu te dis ça c'est plus c'est une créa qui va être potentiellement pour du retargeting ou pas forcément. En vrai, pas forcément, mais on teste tout. En fait. On teste tout et en fait, on a qui prennent naturellement. Ouais. Après, ce qui est intéressant, c'est de faire une campagne de retargeting comme j'ai dit là, mais du coup uniquement pour tu fais que des créatives images ou vidéos avec des codes promo, etc. Ça cartonne. Mais après, j'ai aussi le truc où les créatives à code promo, tu les lances en cold
et c'est des top créas Ouais. plus que des créas en cold où en fait tu mets un moins 30%, etc. Au Ouais, final, les créas FB10, FB15, un peu exactement. dans l'idée, ouais. Et en fait, tu pars. En fait, c'est contre-intuitif parce qu'au début, tu dis ouais, mais je vais perdre de l'argent parce que du coup, les gens vont avoir un panier moyen plus faible, etc. Le Parce qu'il y a un ROAS code promo. augmente, mais finalement, si le ROAS Ça. augmente drastiquement plus, C'est ça. Mais en fait, le taux de conversion augmente et en fait, les gens font des plus gros paniers moyens et en fait, tu te retrouves avec des créatifs avec code promo qui ont des ROS supérieurs à des créatifs sans code promo. Bon voilà, après il y a le débat quand même que quand tu fais des vrais brands, après tu fais peut-être un peu trop de code promo, etc. Mais pour moi, c'est un truc où on s'en fout un petit peu. Dans tous les cas, tant que la personne achète est satisfaite, c'est le principal, et tant que tu es rentable, ça va. Et après, on fait aussi les campagnes retargeting pour les événements genre Saint-Valentin, des trucs comme ça, où vraiment on vient forcer. On fait aussi d'ailleurs, je parlais une campagne par produit, mais je fais aussi une campagne par événement. Si on fait des Saint-Valentin, on va faire une campagne pour le produit Saint-Valentin, où vraiment on isole tout. Et tu sens une traction supplémentaire sur ces créas-là quand c'est vraiment spécifié sur l'événement? Bah là, il y a un client où en fait on a fait ça et on a fait x2 du chiffre d'affaires juste parce qu'on a fait une campagne Saint-Valentin. On a fait toutes les créas. On laissait la campagne de base, mais on faisait en plus Saint-Valentin, pareil pour le Black Friday. Ok. Et par contre, ça on fait pas d'ABO, on lance tout en Advantage Plus. Ok. Parce qu'en fait, Saint-Valentin, les événements comme ça, en fait, ça sert à rien de faire assez courte, t'as envie de scaler fort directement. Ouais, en fait, ça sert à rien de faire un testing où tu perds de l'argent pour optimiser, alors que le truc, tu vas le couper dans un mois. Du coup, on fait une Advantage Plus et on la scale à fond. Ok, Voilà. il y a la Saint-Valentin, imaginons le 14 février, t'envoies tes créas combien de temps à l'avance? Combien de temps à l'avance tu envoies Un cette mois et campagne-là? demi à l'avance. Ah oui, ok. Un mois et demi à l'avance, ouais. Ok. Ouais. Bah, c'est mieux, surtout Le si temps vous de êtes sur le livrer, modèle, ouais. surtout sur le modèle du drop. Après, Ouais, sur faut- les marques, voilà, mais c'est bien de s'y prendre à l'avance. C'était en 2024, j'avais vu des brands scaler vraiment fort avec des créas Black Friday. C'était en juin, juillet, et ça scalait déjà fort bien avant. Mais elle dure longtemps, les Elle créas dure Black longtemps. Friday, hein, c'est un truc de ouf. Hein. Il y en a Je encore pense que qui tournent lancer à l'heure actuelle. bien plus tôt que ce que fait la moyenne, c'est une très bonne stratégie. Ouais. Hein, c'est Ouais, moi, j'ai des clients là justement qui sont venus me voir et qui m'ont dit ouais, il y a encore des créas créatifs Black Friday qui tournent et tout. Et moi, j'étais en mode ouais, mais elles sont toujours super rentables. On se cale encore dessus, mais ils sont en mode ouais, mais pour les clients et tout, le SAV. Bon, j'ai coupé, tu vois, mais à contre-cœur. ouais. Mais en fait, les gens, le truc, c'est que quand tu laisses des créas Black Friday, je suis sûr même là, tu lances aujourd'hui une campagne Black Friday alors que c'est pas le Black. Bon, légalement parlant, faut voir, etc. Ouais. Forcément, faut pas appeler ça Black Friday, mais Black Year peut-être. Ouais, peut-être. Enfin, peut-être pas non plus, mais. Black Mais Décennie. tu lances un truc comme ça aujourd'hui et en fait les clients quand ils vont voir ça ils vont se sentir malins en mode ah ils ont oublié de couper, tiens je fais une bonne affaire, alors qu'en fait tu vois ce que je veux dire, et du coup les clients ils sont malins et du coup c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien. Ouais. Ok, super intéressant. Mm. Mais globalement, toutes les créatives avec des réductions, nous on voit que ça marche quand même plutôt pas mal. C'est la créa facile, hein, on va pas se les C'est la cacher. créa facile Mm. et ça ajoute quelque chose en plus. Ouais. Enfin, faut pas s'en priver. Moi, franchement, 2/3 de mes créas ont des réductions plus ou moins subtiles, mais je trouve que c'est vraiment un truc à pas louper. Bah, on en parlait la dernière fois, il y a même des personnes justement, toute leur stratégie repose justement sur le fait de tourner que avec mettre des gros prix sur les sites et tourner que avec des créatifs code promo et ça cartonne. 100%. Donc, 100%, et surtout que sur des produits de dropshipping, finalement l'éducation, elle se fait des fois par les concurrents. Les produits sont déjà connus et finalement on veut récolter tout ce qu'il y a bottom of funnel, et un bon petit code promo, ça permet de faire le c'est taf. toujours efficace. Toujours efficace. Et du coup là, on a beaucoup parlé de ta stratégie au global, Ouais. très intéressante, mais qui s'adresse peut-être à des budgets corrects, des brands peut-être en scaling. Oh, tu parlais de 150 € par créa. Ouais. Tu lances combien de créa pour tester un produit? Donc avant d'avoir validé une offre ou un produit, tu conseilles de lancer combien de créatives? Alors généralement pour les gens qui débutent, déjà, je vais toujours dire faut dépenser un montant, tu vois, avec lequel il est à l'aise. C'est-à-dire que tu vas pas dépenser 100 € par jour si tu as 1000 €, tu vois, parce qu'en fait, tu vas prendre des décisions sous l'émotion et c'est les pires décisions que tu peux prendre en fait. Pour moi, du coup, faut qu'ils dépensent le moins possible, mais en testant quand même un panel de créatives suffisant. Tu vas pas tester 2 créas, tu vois. Mais quand tu parles ouais. de 1000 €, tu penses que quelqu'un avec 1000 € il peut se lancer sur Facebook Honnêtement, en 2025? Bah, c'est quand même, t'as une grande chance de tout perdre, quoi. Moi je lui Donc moi, je dis dirais- minimum 3000 € généralement. Ouais. 3000 € au je suis moins. Alors 3000 € en étant quand même bien accompagné, parce qu'en fait, même en Ça en peut étant aller vite tout seul aussi. dans ton coin, ça peut aller vite. Ouais. Ouais. Et du coup, généralement, bah, c'est toujours la même strat que t'aies pas beaucoup de budget ou beaucoup de budget. Juste en fait, Tu adaptes ton budget. ouais, en fait, en ABO, tu vas mettre 10 € par ad set et tu vas balancer peut-être 5 ou 6 créatives au début. Tu vas dépenser 50-60 € par jour, c'est peu, mais c'est mieux. Tu prends quand même la température du produit. Et au bout de 3 à 5 jours, tu sais déjà en fait s'il y a quand même un truc à faire.
Et moi, il y a des personnes justement que j'ai pu coacher qui ont mis 10 € par jour. Ils ont été tout doucement en fait et c'était rentable. Bon, c'est un peu long sur la data, mais tu sais quand même qu'il y a de la réaction, donc tu laisses tourner. Ils passent de 10 à 20 €, de 20 à 30 €, de Mais 30 à 50 € et en fait, ils arrivent à scaler ensuite. est-ce qu'au final, c'est pas la même chose de laisser 10 € sur 7-10 jours plutôt que d'envoyer 30, 40, 50 € tu vois, sur 2, 3, 4 jours? En vrai, au final, on revient. Bah, disons que ça laisse plus le temps déjà et tu prends moins de décisions aussi sous les émotions parce que les émotions, quand tu débutes, C'est vrai. je pense qu'on l'a tous connu, mais quand tu débutes et que tu as dépensé un certain montant, même si on te dit ouais, attends 2-3 jours et tout, Ouais, et que t'as tu vois des chaud. stats, tu es en mode oh, je coupe, Ouais, tu vois. ah, Et t'as moi, il y a chaud, des t'as la goutte qui tombe. il y a des personnes que j'ai vues, enfin que j'ai coaché, etc. Je leur dis un truc, ils lancent, etc. Et après, ils coupent. Et je leur dis, mais pourquoi t'as coupé, tu vois? Il fait, ouais, mais j'ai dépensé tant, etc. Mais en fait, voilà, faut laisser Ok. tourner, prendre la data. Et c'est mieux de mettre un 100%. petit budget avec lequel tu es à l'aise. Et voilà. Ouais. Et en plus, comme ça, parce que pour moi, tu vois, c'est plus important de mettre du budget sur plusieurs jours que de dépenser sur 2-3 jours. Il vaut mieux tourner 5 à 7 jours que de dépenser sur 2 ou 3 jours, je trouve. Et j'ai une question sur un début de testing. Est-ce que tu vois de l'optimisation sur les premiers euros dépensés? Et si oui, à partir de combien tu commences à te dire, OK, là, si ça marche pas, ça va pas s'optimiser encore plus? Est-ce que c'est 50 € dépensés, 100 € dépensés? Enfin, concrètement, est-ce que Ok. tu vois une différence entre le 0 à 10 ou le 50 à 100? Alors de 0 à 50, ça veut rien dire. De 50 à 100, là, tu as encore une marge. Mais à partir de 100 € de dépenses sur une créative, tu as déjà de la data quand même un peu fiable. Ça dépend, évidemment, si tu as un panier moyen à 150 €, c'est pas fiable. Si tu as un panier moyen à 30-40 €, dépenser 100 €, tu sais déjà un petit peu les stats. Notamment, moi, je regarde le ROS, forcément, est-ce que c'est rentable. Mais je regarde aussi le le coût par ajout au panier. Mhm. Et si je vois que le coût par ajout au panier sur la créative, ça a dépensé 100 € et le coût par ajout au panier, il est de 30 ou 40 €, bah là, je cut la créa, ça sert à rien. Ok, donc là, tu nous parles de KPI. Ouais. Moi, ma question, c'était vraiment, est-ce que tu vois une optimisation? Donc, est-ce que ça Ah touche oui, des ok. meilleures audiences? Est-ce que les KPI, on va y venir Ouais, juste ouais. après. Donc, voilà, vraiment l'optimisation de l'algorithme pour toucher les bonnes personnes, pour vraiment les Mhm. convertir, faire des ajouts au panier. Alors une optimisation, pas vraiment, parce qu'en fait dès le début, je trouve que Facebook arrive à trouver directement Ok. la bonne audience et généralement la créative, elle est toujours le plus rentable, c'est toujours au début. Et après quand tu scales, bah forcément le ROS se lisse. Tu vois, peut-être tu lances une créative, tu as 8 de ROS, bah, c'est beau, tu vois, mais généralement ça dure jamais trop longtemps. Tu sais, les gens ils se font des screens en mode ouais 8 de Ouais. ROS, regarde la créa. Sauf que en fait Ils- dès ils qu'ils montent pas commencent à le la montant scaler, bah dépensé. ça arrive sur un bon ROS, tu vois, mais sur 3 de ROS, un truc comme ça, et ça se lisse en fait. Mhm. Ah, souvent, moi, Ouais. c'est une erreur que je vois beaucoup, c'est les personnes qui veulent des gros ROAS, Ouais. alors que finalement, il y a une corrélation avec le spend. Je préfère avoir une créa qui dépense 1000 € par jour à 3 de ROAS qu'une créa Ouais. ROAS 8 à 50 € day. Carrément, en fait, ça fait plus de bénéfices. Après, quand tu fais C'est un ça. tableau, tu fais les calculs. Il y a des clients, ils sont en mode, ouais, je veux 4 de ROS. Sauf que, en fait, s'il avait 3,5 de ROS et que tu faisais x2 du CA, bah, il gagne, je sais pas, x 1,5 du bénéfice, tu vois. 100%. Et en fait, bon, après, oui, tu as plus de SAV, plus de choses, mais ouais, c'est Et c'est un truc à peu le prendre en compte, principe ouais. du business dropshipping. Finalement, c'est scalable. On n'a pas la logistique à gérer. Si c'est que le SAV, autant scaler avec des marges peut-être un peu plus faibles, mais faire beaucoup de profit fin du mois que d'aller chercher du 40-45% à Ouais. faible budget. Et il y en a plein, moi je suis sûr, qui sont bloqués par des paliers juste parce qu'ils veulent pas scale. Hein. Ça, c'est Ouais, sûr et ça, c'est certain. que du mental. Hein. Parce que j'ai 30-35% de marge. Je sais pas, mais scale. Qu'est-ce que t'attends, tu vois? Non, 100%. Et juste avant, on parlait des KPI. Toi, tu es de quelle école? Est-ce que tu regardes le CPM, le CTR, le hook rate, ou alors vraiment tu regardes le ROAS et tu scales un peu comme un Chad? Bah, tu l'as bien dit, tu vois, je regarde le ROS. Si c'est rentable, je scale. Si c'est pas rentable, je ne scale ou je fais mes stratégies comme j'expliquais avant. D'ailleurs, avec tout ce que j'ai expliqué avant, on va partager. J'ai fait une matrice de prise de décision. On va la partager pour toute la commune, etc. Comme ça, ils l'auront. Mais voilà, en gros, moi, je regarde juste le ROS et c'est tout. Et après, je regarde aussi le coût par ajout au panier, si jamais c'est pas rentable, quand même, comme je disais avant, juste pour regarder. Mais globalement, c'est ça. Je vais pas regarder le CPM, le CPC, le CTR. Bon, le CPC est intéressant parfois. Mais tout le reste, pour moi, c'est un peu bullshit. C'est les gens qui te disent, ouais, minimum, si tu es en dessous de 2% de CTR sur ta créative, t'es pas rentable. En sachant que moi, j'ai des clients, c'est les clients les plus rentables, je suis à 0,5 de CTR. Oui, tu parce vois. que finalement, le CTR, ça dépend du CPM. C'est ça. Enfin, je préfère avoir un CTR tout petit avec un CPM très peu élevé. C'est beaucoup plus rentable. Finalement, tu touches beaucoup plus de Mais- personnes.
Et on voit, nous, en tout cas, dans notre agence Luma, on ne voit pas de corrélation entre des CTR élevés, des créas qui performent ou autre. Moi, j'ai remarqué un truc, c'est que des fois, tu as des coûts super élevés, justement, tu as des mauvais CTR, etc., mais tu as des CPM élevés, des CPC élevés. Mais en fait, ce que je remarque, c'est que tous les coûts sont plus élevés, mais en fait, le trafic que tu viens récupérer est beaucoup plus qualitatif, en fait, et du coup, tu vas faire des plus gros ROS. Et en fait, si tu as une créative vraiment qui vient cibler une personne précise vraiment, vraiment un persona très précis, en fait, tu vas payer cher tes visiteurs, mais les visiteurs vont être ultra qualifiés, ils vont acheter super bien, etc. Et ça, c'est un truc que, visiblement, j'en ai entendu parler, que même sur Google, maintenant, c'est aussi le cas, où avant, tu sais, on disait, ouais, il faut pas être en dessous d'un certain CPC, etc. Et maintenant, ça aussi, ça a changé l'algo de Google, justement, qui vient aussi récupérer, vient aussi augmenter les coûts, mais récupérer des personnes aussi plus qualifiées. Okay. Et ça, c'est un truc intéressant que je vois sur la plupart des plateformes aujourd'hui. Et concernant les datas, là, le CPM, du coup, tu as parlé de la qualification de l'audience, finalement. Payer plus cher, si c'est pour toucher des personnes plus qualifiées, c'est pas dérangeant. Ça, je rejoins à 100%. On entend aussi beaucoup parler d'ad accounts de moins bonne qualité, des scores internes Facebook. Est-ce que pour toi, c'est bullshit? Est-ce que ça existe? Alors, ça existe. C'est quand même plutôt rare. Il faut vraiment faire de la merde, tu vois, pour vraiment être flag, etc. Généralement, en fait, ça, c'est un gros problème des gens même qui débutent ou qui sont dans le déni, c'est que dès qu'ils vont trouver qu'ils ont des hauts CPM, etc., c'est la faute de Facebook, tu vois. C'est pas leur faute. Toujours la faute de Facebook. Mais moi, je pars du principe que quand tu lances quelque chose, que tu as des mauvais résultats, etc., je préfère partir du principe que c'est de ma faute et pas de la faute de Facebook. Être responsable finalement. C'est ça, mais c'est comme ça qu'il faut penser de manière générale dans le business. Pour moi, c'est comme ça, tu n'es jamais dans le déni et tu progresses, quoi. Et moi, ce que j'ai remarqué en A/B testant, etc., c'est que généralement, quand tu as des coûts élevés, des CPM à $100, etc., marché français, tu as des CPM même à $40-50, c'est généralement, bon, des fois, ça dépend de la niche. Mais des fois, c'est aussi ça peut être l'ad copy, ça peut être la page produit, ça peut être la créative, il y a un truc qui ne va pas. Donc, par exemple, c'est trop lent à charger, ou alors la description de ton site, elle n'est pas assez bien faite, et en fait, Facebook, lui, il va visiter ton site, et si ce n'est pas en corrélation en fait, avec ta créative, ton ad copy, etc., là, il va t'impacter directement au niveau de tes coûts. Et ça, du coup, il faut vraiment bien tout regarder, etc. Bon, des fois, c'est juste le produit, parce que vraiment, il n'y a aucun intérêt, la base n'est pas bonne, mais des fois, c'est aussi plus profond, où vraiment, il y a un truc que Facebook a détecté en mode, il y a un truc pas normal et du coup, il t'impacte niveau CPM. Mais tu as déjà essayé de lancer le même funnel sur un autre ad account différent, juste pour voir j'ai déjà essayé. D'ailleurs, il y a une marque avec qui on tourne, c'est de la minceur. Ouais. Et on se fait souvent ban des ad accounts. Au total, on a dû lancer sur au moins 10 ad accounts différents. Et en fait, tu as des ad accounts qui startent un peu mieux, des fois un peu moins bien. En fait, ça dépend surtout des périodes et pas de l'ad account. Il y a des périodes où en fait... c'est pas top et du coup en fait c'est plus compliqué à démarrer. Mais quand tu regardes sur un mois au final c'est toujours les mêmes métriques en fait, c'est les mêmes ROS, le même CPM, ça se lisse en fait sur le temps. Donc ouais, tu peux avoir un démarrage un peu mieux mais au final parce que tu viens de le dire là, il y a des ad accounts qui se font sauter, tu vois. Ouais. Donc Ah non, mais ça, c'est juste parce qu'on lance des créatives qui sont un peu trop touchy souvent. Ouais. Justement, je trouve qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas. Je trouve qu'il y a quand même des ad accounts avec des unfair advantage, dans le sens où il y a des ad accounts, moi je vois des choses passer, c'est impossible que sur d'autres ad accounts ça passe. Et finalement, ça permet de tourner, faire des gros ROAS sur des produits qui sont normalement touchy, mais là, ça passe sans problème. Sans quelque chose de spécial, c'est un ad account perso. Moi, ça me choquerait pas du coup qu'il y ait une corrélation, enfin qu'il y ait aussi la même chose sur les CPM ou quoi que ce soit. Tu lances la même chose, il y en a ça passe pas. Pour moi, certains ad accounts, tu lances la même chose, CPM potentiellement peuvent varier. Après, faut pas qu'on se dise ça, sinon. Ouais, mais justement, moi je me dis jamais ça. Et justement, moi non plus. J'ai envie de faire l'avocat du diable. Si on a un débutant en face de nous, il est de bonne foi, il travaille bien, il est sérieux. Il a rectifié tout ce que tu as pu dire. Il a optimisé son temps de chargement. Il a lancé beaucoup de produits. Dans ces beaucoup de produits, il y a forcément un ou deux produits qualitatifs. Il a fait un effort sur ses ads. Il reste débutant, il n'est peut-être pas expert, mais il a écouté, ton podcast avant. Il a écouté un petit peu tout ce que tu avais à dire sur Twitter. Qu'est-ce que tu lui dis? Donc, déjà, je répète, site internet optimisé, bonne créa, bon produit sur le volume de produits testés. Ça marche pas. Alors déjà, il y a juste un truc sur lequel je vais revenir. C'est tu as dit qu'il a testé plein de produits.
Moi, ce que je vous conseille, c'est toujours partir sur un site de niche et tester toujours les produits dans la même niche parce que, pareil, si tu viens tester en fait des produits beauté, après des produits pour animaux, etc., en fait, Facebook peut aussi t'impacter parce qu'en fait, tu vas lancer un truc et en fait, tu vas lancer un autre truc qui va se dire, mais il se fout de moi, tu vois. Il lance genre un mascara et là, il me lance un truc, un produit pour chat, tu vois. Ouais. Et du coup, en fait, Facebook, il va se dire, ouais, il a pas l'air sérieux cet annonceur et tu vois, il va t'impacter. C'est un peu comme ça qui. C'est logique, tu vois, en soi. Du coup, il y a quand même ce truc-là où il faut faire attention. Et là, malheureusement, Ouais. il a lancé Ok. 10 produits un peu en mode Ouais. mass testing ou une niche assez large. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit Dans repartir ouais. sur Premier truc sur un que je nouvel ferais, account, premier truc que je ferais déjà, c'est compte agence. Et aujourd'hui, tu as des comptes agences que tu peux avoir où tu as 0% sur l'adspend, c'est gratuit. Donc tu peux Faut en les avoir. contacts. Faut les contacts. Tu en as certains après, c'est 5%, etc. Bon, ça reste OK quand tu commences. Donc déjà, ça, c'est le premier truc à tester. Si jamais J'aimerais bien juste rebondir Ouais. sur ce que tu viens de dire. Tu as dit 5% quand on est débutant, il n'y a pas de problème. sur l'adspend, ouais. Ça, moi, je suis carrément d'accord parce que il y a beaucoup de débutants qui me contactent et à chaque fois, ils sont dans l'optimisation des frais alors qu'ils ont, enfin, ils font pas de Ouais. CA, ils ont même pas de frais finalement parce Mm. qu'ils se peinent pas. Et je pense que ça, c'est des problèmes qui arrivent dans un second temps, l'optimisation des charges. Ouais, Donc, clairement. quand on a un ad account, même à 5%, faut le prendre, lancer, Ah être oui. dans l'action. Mieux vaut Ouais. un ad account qui tient à 5% que des ad accounts qui sautent dans tous les sens et que tu as Clairement. gratuitement, quoi. Et d'ailleurs, moi, tous les comptes que j'ai sur la minceur qui tiennent, c'est toujours des comptes à 5%. Parce que déjà, les agences, généralement, des comptes à 0%, ils vont pas les donner parce que c'est trop risqué, etc. Et surtout, les comptes à 5%, en fait, les comptes à 0%, généralement, c'est des comptes cashback. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des comptes où ils vont limiter à une page, un nom de domaine, etc. Là où les comptes à 5%, c'est des comptes, on va dire, normaux. Juste, ils te chargent 5%. Et en fait, ces comptes-là, souvent, sont plus solides. Donc, là aussi ce truc-là où, en fait, au final, des fois, moi, je préfère rester à 5%. J'ai déjà essayé d'optimiser, etc. Mais en fait, c'est plus rentable juste de rester sur les comptes à 5%, de pas se faire sauter Puis en vrai, et de run en continu. si on regarde 5% de l'ad spend, en vrai, sur le CA, c'est pas non plus un truc de fou. Ça fait. Si l'ad spend, ça représente un quart ou un tiers du CA, ce qui est à peu Ouais. près Ça la dépend de ton norme. ROS que tu as, en fait. Bien sûr, mais si on Mm. part sur une grosse moyenne, finalement, ça représente 1%, 1% et demi Ouais, du c'est ça. CA grand maximum. Ouais. C'est quelque chose, mais ça reste raisonnable. Et du coup, quand tu parlais de compte agence, donc à 5%, moi par exemple, je connais Foundry. Ouais. Est-ce que tu recommandes? Est-ce que c'est une bonne agence selon toi? Bah, y a plein d'agences qui existent. En vrai, il y en a plein, j'en ai testé plein. Foundry, c'est une des agences avec qui je travaille encore. Bon, ils font des comptes à 5%. Plus tu spends, tu peux arriver à 3%, etc. Pour moi, c'est quali. J'ai jamais eu de problème avec eux. Ça fait un an que Ok. je tourne avec eux. Donc, ouais, Foundry, c'est Ok, carré au donc niveau un des services. débutant, il pourrait aller chez Foundry. Ouais. Et s'il a un ad account perso, parce qu'on est vite passé sur sur les ad accounts d'agence, Ouais. est-ce que tu vois un avantage comparé aux ad accounts perso sur la qualité de ciblage des audiences ou sur la Non. solidité? Aucun, je dirais même que les comptes perso, si jamais tu as un compte Facebook bien carré, bien stable, où tu n'as pas fait de merde avec, etc., en fait, les comptes perso seront toujours mieux que d'avoir des setups, des comptes agences, etc., parce qu'au final, c'est ultra solide. Et c'est justement sur ces comptes-là, comme tu disais, où tu as des unfair advantage, parce qu'en fait, tu as tellement jamais eu de problème avec Facebook, en fait, ils regardent même plus parce que tu as un certain niveau de spend, etc. Et je connais des gens, ils lancent des dingueries, etc., et jamais ils se font ban. Enfin, moi, j'ai eu tous les problèmes inimaginables avec Facebook. Mais je connais des gens, ils n'ont jamais eu de problème. Toujours pareil, ils font des produits, tu vois, la peau, des gros plans, etc. Problème, solution, jamais eu de problème. C'est rare ceux qui gardent leur ad account perso, mais en général, quand ils C'est le rare. gardent, c'est vrai que c'est un Ouais. unfair advantage. Et il y a beaucoup de Suisses d'ailleurs, j'ai remarqué. Beaucoup de Suisses qui ont des comptes Ouais, plus c'est vrai, solides. maintenant que tu le Est-ce dis. que ça a un rapport? Je sais pas, mais La je vois qu'en nationalité Suisse, du profil, peut-être que Facebook aime Ouais. bien. Et du coup, Justement, on parlait des ad accounts. Donc, la bonne pratique, on prend un ad Ouais. account agence ou alors un perso s'il fonctionne bien parce qu'il n'y a C'est pas ça. d'avantage selon l'un ou l'autre. ouais. Les profils, les BM, les pages, est-ce qu'il y a des super pages Ok. C'est vrai que Ouais. nous, quand on a creusé, il y a les des super scores de pages, les pages. pages zombies, Ouais. les scores de pages qui d'ailleurs ne sont plus trop d'actualité. C'est quoi un Ouais. peu ton avis sur ces assets au global? Alors, non, déjà, je reviens juste sur l'ad account, c'est le premier Ouais. truc à test. Et après, tu as des setups où en fait, tu as des profils sous proxy, etc. Ok. Donc voilà, ça tient un truc, Foundry notamment, il propose ça. Et ça, c'est bien si t'es ban Facebook, etc. Tu peux, bon, c'est 350 € par mois, je crois, un truc comme ça. Sinon, tu parlais des pages, etc. Bon, c'est important d'avoir une structure pour sécuriser les assets. Donc avoir un BM en fait où tu crées ton pixel, tes pages, etc. Et avoir un BM où juste tu fais des ads avec si possible un autre profil. Parce qu'en fait, si tu ads avec un profil, enfin un business manager où tu as tes assets, les comptes pubs, etc. et tu te fais ban,
bah, tu perds ta page, ton pixel, tu perds Ça, tout. c'est super important. Le Ouais. côté sécurité, avoir Ouais. une structure, quand on scale, ajouter des admins, vraiment ads sur C'est les ça. bons. Mais c'est pas les bons évident à profils. gérer ça parce qu'au début, je pense pas qu'au début ce Ouais, tu soit penses pas à ça, ouais. smart à le faire et je sais pas en Ouais. vrai. Parce qu'en plus, ça coûte un certain billet, etc. Tu Ouais. vois, c'est de l'argent en plus de dépenser. Souvent, Bah, tu fais juste un compte, un deuxième BM au pire. Hein, Ouais, tu peux ouais. le faire toi-même. Et quand tu commences à scale, bah t'es lancé, tu vois, donc tes assets ils sont déjà au même endroit, donc C'est c'est vrai. dur de les séparer. Ouais. Mais je les ai déjà perdus, c'est pour ça aussi que je le Là, dis, parce ouais. que je sais à quel Ajouter un point. admin, ça coûte pas de Ouais. pain. Ouais, il y a bien des sûr, trucs bien comme sûr. ça. Toujours ajouter 2-3 personnes sur le BM et comme ça c'est Ok. mieux parce qu'en fait tu as un système de score sur Facebook, ce qui fait que, enfin c'est un score interne, on peut pas le voir ni rien, mais en fait imaginons tu as un compte où tu as souvent des pubs refusées, imaginons tu as un score de 1 sur 5 et tu as deux autres profils qui sont à 5 sur 5 en fait dans ce BM et en fait la moyenne des trois, bah, tu seras pas à 1 sur 5, tu seras peut-être tu seras au-dessus de la moyenne. Donc en fait c'est toujours bien d'ajouter le plus de personnes possible, bah, des personnes de confiance si Ok. possible, mais D'ailleurs, Mais en voilà. parlant de score, je crois que c'est dans le Business Manager. Il y a 3 grades, il me semble. Il y a Gold, Silver, Bronze. Je sais plus si c'est Et dans le Business Platinum. il y a Platinum Mhm. aussi, exactement. En vrai, c'est ça, est-ce que tu penses que c'est un mythe? Est-ce que bah, c'est- j'avais vu ça passer. Après, il y a forcément un système de score. Si tu vois, tu as des ad C'est accounts sûr. qui passent plus, etc. Après, voilà, est-ce que c'est réel, etc. Moi, j'en sais rien. Juste, je prends des ad accounts, je fais mes Mhm. trucs, etc. Ça se passe très bien. Et voilà. Enfin, dans tous les cas, Bah, ayant creusé un Ouais. peu le sujet et en ayant vu pas mal de screenshots d'Insider Ouais. avec le back-end, j'ai vu aucune corrélation. J'ai vu des bronzes surperformés, des silvers Ouais. surperformés, Mhm. des gold moyens. Et finalement, on y revient. Hein. Ouais. Une bonne offre, un bon produit, des bonnes Exactement. créas. Et normalement, ça devrait ouais, ça tout devrait repose bien sur se la passer. base. Si ça marche pas, etc., c'est même pas forcément la faute de Facebook. C'est, de toute façon, tu connais très bien. Mais avoir une bonne offre, un bon produit, un bon marketing, des bonnes créatives, en fait, il faut avoir. Le plus important, c'est la base. C'est pas de partir dans des trucs. Faut pas réinventer la roue. C'est toujours partir sur vraiment la base. Et il suffit d'une petite modification sur l'offre, etc. Et d'un coup, tout le monde a envie d'acheter. Et en fait, il suffit de petits détails sur la base pour tout changer en termes de résultats. Donc, si on doit résumer finalement l'arc asset ad Ouais. account, c'est pas primordial, enfin, c'est pas très important pour chiffrer. Il faut se concentrer sur les bases. Ouais. Cela dit, ça peut quand même avoir un petit impact si vraiment sur du gros volume, mais il faut pas que ça en devienne une excuse. Il y a Ouais. un problème. Potentiellement, je commençais par l'ad account Ouais. et la structure globalement, c'est pour la sécurité, c'est pas sur la performance que ça va Et ça va impacter. Au niveau des pages Facebook aussi, tu en Les parlais pages tout à Facebook. l'heure, mais tu as aussi ce qu'on appelle les all pages. Donc moi, Mhm. c'est des pages, je les achète comme ça, tu peux les acheter à plein Ouais. d'endroits différents. Et en fait, c'est des pages qui ont par exemple 5 ans d'ancienneté. C'est des pages que tu achètes combien Alors, moi, j'ai un Une contact fourchette où assez- je une les fourchette achète large. 100 euros par page. Je sais que c'est cher, mais je sais il y a des endroits aussi moins chers où tu peux les acheter 25, 30 euros, etc. Mais bon, j'ai la flemme, j'ai mon Non, contact, mais pour je que le paye, je prends l'audience mes ait pages. aussi un peu Ouais. des références en termes de prix. Ouais, il y a Ouais, des c'est- endroits, c'est genre 20, 30 euros. Ça Et va aller, en si fait, si on fait une fourchette assez large, entre 30 Ouais, et parce 100. que tu peux te faire overpricer rapidement si tu Ouais. connais pas trop les C'est prix. toujours du intéressant marché. d'avoir un peu des Ouais. références. 30, 100 euros. Après, on paye des full 100 euros service, hein. maximum. Déjà, 100 euros, c'est cher pour une all page, mais Ouais. Moi, je les paye parce qu'au moins, c'est Ouais, s'il y a le la même service, personne du le setup, contact est bon, etc. bien sûr. Au moins, c'est eux qui s'occupent de tout, etc. Moi, Ok. ça m'arrange bien. Et le fait d'avoir des all pages comme ça te permet en fait d'avoir un. En fait, les anciennes pages, en fait, il y a eu une année, c'était il y a peut-être 2 ans, où en fait, le score minimum des pages, en fait, est passé, il a doublé, je crois, il est passé à 1,5 ou je sais pas. Et en fait, en dessous de ce score-là, en fait, Facebook va t'impacter niveau CPM, etc. Ça, c'est réel, c'est même Facebook qui le dit. Et de toute façon, tu vois sur le score de page. T'as même un risque Ouais. que ta page disparaisse à ce Ah niveau-là. oui, tu peux te faire ban ta page, Mm. voilà. Après, faut y aller, tu vois, faut vraiment avoir un mauvais SAV, mauvais produit, faut tout avoir mauvais pour, voilà. Mais par sécurité, tu peux quand même acheter une autre page et comme ça, tu peux descendre beaucoup en dessous, en fait, et tu vas déjà pas te faire ban ta page et tu vas te faire pas impacter niveau CPM, etc. 100%. Voilà, Et ça, moi, ce que c'est- je conseille souvent, c'est quand ça arrive, avant de trouver des alternatives, acheter des pages et tout, c'est déjà de se reconcentrer sur la base, Ouais. améliorer son SAV, une meilleure communication, potentiellement un meilleur produit. Parce que Ouais. dans tous les cas, même si on arrive à changer de page, ça revient à scaler des problèmes et c'est pas ce qu'on veut finalement. C'est Donc, ça. Mais surtout, si ça vous arrive avant de changer de page, déjà, t'as pas que Facebook en plus où c'est un problème parce qu'en fait, tu peux perdre tes processeurs de paiement. carrément. Shopify, ils peuvent te ban. T'as Facebook qui peuvent te ban. En fait, t'as des problèmes de partout, et même avec la justice, etc. Tu vois, Mm. tu peux avoir plein de trucs. Non, mais Donc, c'est un super ouais. indicateur pour dire ton business n'est pas en Voilà. bonne santé. Bah, finalement, ça. c'est ça le Si score t'as de page. hein, si c'est- t'as un on mauvais oublie score trop de page, souvent. c'est que vraiment, Ouais. vraiment, il y a un truc qui va pas. Tu vends vraiment de la merde. Ou alors, vraiment, ton service client, tu réponds quasi pas. Ou
Enfin, vraiment, il y a vraiment un gros problème quelque part, quoi. Et tu parlais tout à l'heure de la niche minceur, donc Ouais. tu connais un peu la niche santé. Ouais. On parlait des pages. Je vois souvent des pages passer, pas avec le nom de la brand, mais le nom d'un docteur ou alors Ouais. les whitelist pages. Tout ça, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as, Ouais, de c'est la un value truc. sur ça? Est-ce que tu trouves ça intéressant? C'est un objet brillant? Ouais. Alors, c'est un objet brillant en vrai. Ok. Parce que moi, il y On a est une marque d'accord, où je ouais. tourne en fait sur le nom de la marque et sur le nom en fait avec le nom de la personne, sa profession, etc., avec son visage, etc. Le docteur Cassandra, quelque chose. Ouais, bon là c'est vraiment un vrai truc par contre. Ok. Mais ouais, tu peux aussi le fake, Oui, etc. comme Ça, on en voit voilà. souvent hein, sur la library, ça pullule. En fait, peut-être que sur certains produits, ça peut faire la différence. Mais en tout cas, moi, sur les clients que j'ai testés, j'ai pas vu une grande différence. En fait, si tu as des bonnes créas, c'est rentable et c'est tout, tu vois. Peut-être que ça peut jouer légèrement, mais j'ai pas vraiment de data. En fait, moi, je tourne sur les deux. Les ROS sont similaires sur les deux. J'ai pas Non, vu parce de que grosses souvent, on démarcations. entend, Ouais. ça rajoute beaucoup de social proof parce Ouais. que les personnes ne voient pas que c'est une publicité. Pour Ouais. moi, c'est très secondaire. Ouais, ça c'est un peu comme l'ad copy d'une publicité. Ça, je pense que ça a un petit impact, mais pas tant que ça. Genre, l'important c'est le visuel, tu vois, la créa, la vidéo, la photo. C'est le plus Et important. tout ce qu'il y a 100%. au-dessus, c'est de la micro-optimisation. Je pense Ouais. pas que c'est sur ça que tu vas Bah, d'ailleurs, doubler ton ROAS, quoi. en parlant 100%. d'ad copy, c'est quand même super important quand tu commences. Ça, du coup, c'est un truc à dire. Ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont au courant. J'ai l'impression que personne n'en parle. Mais en fait, l'ad copy, c'est super important. Généralement, moi, j'en fais un long ad copy. Parce qu'en fait, Facebook, lui, il va lire l'ad copy pour cibler les bonnes personnes. Et en fait, plus ton ad copy il est bien détaillé sur ton produit, etc., plus ils sauront en fait que tu vends une brosse à cheveux, que ton client cible c'est ci, etc. Et en fait, bah, Facebook va venir lire ta page produit, mais il va aussi lire ton ad copy. Et en fait, c'est une cohérence en fait entre tout, en fait, qui va faire qu'il va bien cibler et que tu vas avoir des coûts moins élevés aussi. Ouais, tu fais des ad copy pour Facebook, mais pas pour les clients, quoi. Du coup, au final. Mais pas pour les Tu, clients. dans tu quel développes à Ouais. fond ton ad copy sens Ouais. Pour aider pour Facebook, aider à cibler Facebook l'audience. ouais. à, cibler, Alors- enfin, à comprendre un peu mieux Mais en le fait, personnage. moi, je fais les deux, tu vois. C'est-à-dire que je le fais à la fois pour Facebook, mais aussi pour le client, parce que je fais une structure AIDA, tu vois, qui Ouais. fait qu'en fait, ça attire l'attention, ça parle de la problématique, etc. Ça liste les bénéfices, et après, à la fin, tu as un call to action, etc. Donc, c'est bien opti, et notamment quand tu fais de la créa image. Imaginons, moi j'ai des créa images où des fois ça parle même pas du produit, ça parle que de la problématique. Et ben en fait, l'ad copy vient aussi appuyer un truc. La personne est hook par l'image, il va lire l'ad copy, et là il va lire tout à l'intérieur, et après en fait, il va comprendre c'est quoi le produit, il va cliquer. Donc Et sur, ouais, c'est. sur Facebook, il y a des options, donc les flexibles, mais Ouais. aussi on peut mettre plusieurs ad copy. Finalement, ça vient un peu A/B tester directement Ouais. sur Facebook. Est-ce Ouais. que toi, tu utilises cette fonction de mettre plusieurs ad copy, Ouais. plusieurs headlines Peut-être, est-ce que tu mets des descriptions? Est-ce que tu en as plusieurs? Ouais, bah, j'utilise pas l'option flexible parce que du coup, tu peux pas trop analyser les résultats, etc. Ouais. Moi, je sépare toujours les Ok. créatives. Mais chaque créative, ce que je fais, c'est que généralement, quand je start sur une brand, etc., bah, je mets 5 ad copies. Donc, j'en mets des courts, des longs, voilà. Et même maintenant, Facebook avec l'IA, il te propose des options. Et moi, je coche toutes les cases en mode je regarde même pas. Ok. Parce qu'en fait, je fais confiance et ça marche. Ok. Et ça Parce que fonctionne. souvent, on entend l'inverse, hein, ne pas Ouais. faire confiance à Facebook. Bah, ça peut arriver moi, je fais d'entendre beaucoup ça. confiance à Facebook. Ok. Et après, là, de toute façon, c'est juste des ad copies, des titres, etc. Si ça marche pas, il va pas se peindre dessus. Donc, Ok. Et Donc, tu gardes le même post ID dans ce cas-là? ouais. Ok. Ouais, donc finalement, il n'y a Ouais. pas trop d'enjeux à essayer. Ouais, c'est ça. Ah ouais, non. Après, ouais, quand tu changes, par contre, juste les ad copies, etc., ça reset quand même le Pass ID. Mais ça, moi, je le fais dès le début, dès que Oui. je lance le testing même. Oui. Ok. Bon, du coup, on a fait un bon gros tour là du media buying. Je pense que les gens ils ont pu en tirer pas mal de conseils. Donc, Kael l'avait dit notamment dans la présentation que en plus de ton agence de faire le media buy, les créas, etc. pour tes clients, tu commences maintenant aussi à avoir tes propres shops. C'est ça. Donc, ce serait super intéressant d'avoir ton retour. Toi qui as vu plein de produits, Ouais. de plein de niches différentes, etc. Maintenant, comment est-ce que tu fais pour sélectionner tes produits? Sur quels critères? Est-ce que tu as des logiciels en particulier? Je pense que tu as Ok. beaucoup de choses à nous apprendre. Ouais, sur la recherche produit, bah, moi, la recherche produit, c'est bien rodé. Parce que du coup, j'avais mon agence marketing, bon, j'ai vu plein d'insights, etc. Et en plus, en parallèle, j'avais toujours un gros pied en fait, dans tout ce qui est drop, etc., notamment Twitter. Tous les gens à qui je parle, c'est des gens qui sont dans l'e-com, etc. Donc en fait, même pendant ce temps-là, etc., je continuais en fait à améliorer ma recherche produit parce que je faisais de l'e-com avant aussi, avant mon agence. Et du coup, plein de personnes même que j'ai coachées, je leur ai donné les trucs, j'avais les retours. Donc en fait, j'ai pu même améliorer avec le temps. Et du coup, maintenant, j'ai mon process bien rodé. Moi, si je devais conseiller en fait une recherche produit à un débutant, c'est déjà premièrement partir sur un produit problème-solution. Alors,
as différents trucs qui se disent. Forcément, quand tu es débutant, tu peux lancer de la fashion sur Facebook, etc. Mais disons que voilà, ça va marcher, mais tu sais, tu n'as pas besoin de marketing ni rien, donc ça peut marcher plus facilement, enfin avec moins de compétences, on peut dire. Mais derrière, en fait, ça reste de la chance. Donc en fait, tu lances un truc, les gens, ils l'aiment ou ils l'aiment pas. Mais c'est dur, tu vois, c'est un peu du mass testing généralement. Là où problème-solution, moi, ce que j'aime bien, en fait, moi, il y a un truc que je déteste, c'est de toute façon, tout fonctionne, tu vois, ça c'est sûr. Mais moi, j'aime bien maximiser les chances de réussite et pas jouer sur le hasard. Moi, il y a un truc que je déteste, c'est le hasard. Et en fait, problème-solution, la personne, elle a un problème, tu lui vends une solution. Si tu es bon en marketing, etc., tu lui vends à 100%. En fait, ton rôle, c'est juste de bien le convaincre et si tu arrives à le convaincre, tu es sûr de chiffrer. Et du coup, tu es plutôt de la stratégie de tu pars du problème pour trouver des produits et ensuite les vendre, ou c'est juste tu te balades et tu vois plein de produits, problèmes, solutions et tu sélectionnes selon toi le meilleur, quoi. Bah, moi, j'aime bien regarder directement le marché parce que ouais, tu peux avoir des idées, etc. Enfin, surtout, moi, du coup, maintenant, je suis pas mal avancé. En fait, ça, c'est un truc que je peux faire. Mais quand tu es débutant, tu sais pas forcément toutes les problématiques qui fonctionnent. Donc, pour moi, il vaut mieux, en fait, regarder directement sur la bibliothèque Facebook. Moi, j'ai une technique, j'ai écrit /product avec un S, /. Et en fait, tu as tous les Shopify, parce qu'en fait, dans l'URL Shopify, tu as toujours /product/. Et en fait, en écrivant ça, tu as tous les produits en fait, qui tournent. Tu mets marché français, tu as tous les produits qui tournent sur Shopify. Tu mets Creative Active. Et après, tu as des extensions genre TrendTrack, tu as EUSPY, etc. qui te permettent de voir les... en fait, tu peux voir les impressions maintenant en Europe. C'est pour ça que j'aime beaucoup regarder sur l'Europe. Tu as les impressions et en fait, avec ce genre d'extension TrendTrack ou EUSPY, en fait, tu as le spend en fait, directement qui est affiché. Et en fait tu peux savoir combien ils ont spend en fait sur leur créative, etc. Et en fait tu as juste en fait à ouvrir moi par exemple process très simple, je vais sur EUSPY Elite parce que c'est la bibliothèque prescrapée, ça me fait gagner du temps. Je vais dessus, je mets par exemple le mois dernier, je trie par le nombre de spend, je prends j'ouvre tous les produits qui paraissent intéressants, j'ouvre 200-300 onglets, tu vois, vraiment j'y vais j'y vais à fond. Et une fois que j'ai ces 200-300 onglets, généralement je vais me coucher parce que ça prend déjà une bonne partie de la journée. Et le lendemain, j'arrive et là je trie tous les onglets. Donc chaque onglet, je regarde combien ils ont de créatives. Je mets l'extension, voir combien ils ont spend, etc. Plus ou moins, c'est approximatif, mais ça donne une idée. Et tous les produits intéressants, je les mets dans un tableau. Donc j'ai un tableau que j'avais partagé sur Twitter. On le mettra là en dessous dans la description. Ça pareil. fait beaucoup de documents. Ouais, mais gratuit, full valeur. Tu les régales. Donc tableau recherche produit où en fait tu mets le nom du produit, tu mets mon lien AliExpress, prix de vente, prix d'achat et tu mets aussi le CPA cible. Donc moi généralement j'aime bien mettre CPA cible, je mets 2,2 ROS ou 2,5 et en fait ça va m'estimer un coût par achat et comme ça je sais plus ou moins si c'est réaliste, si je peux être rentable dessus et en fait je vais vraiment lister tous les produits. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que parmi tous ces produits, moi, je vais trier les produits avec 3 critères. C'est vraiment 3 critères, c'est très simple. Et moi, c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est au plus le produit résout un problème-solution ultra élevé, vraiment une problématique qui gâche la vie de la personne, au plus ça va être intéressant de le lancer. Au plus le bénéfice du produit est élevé et au plus c'est intéressant. Et au plus le concurrent vend, et au plus c'est intéressant. Et en fait, au plus les 3 métriques là sont élevées, et au plus tu as de chances de réussite sur le produit. Donc généralement, en fait, je sélectionne tous les meilleurs produits qui ont ces critères-là. Et après, par exemple, si tu as 10 produits, 5 produits sélectionnés, parmi ceux-là, je vais regarder c'est quoi les meilleurs, je vais les comparer entre eux. En fait, j'aime bien, je compare, comme ça j'augmente encore plus mes chances de réussite. Je passe beaucoup de temps là-dessus. Et sur ces produits-là, je vais regarder s'il n'y a pas aussi une corrélation avec plusieurs niches. Est-ce qu'il y a plusieurs produits beauté, etc. Parce que comme ça, je peux ouvrir un shop de niche et lancer aussi ces 3 produits. Et c'est pas moi qui vais trouver l'idée de la niche, etc. C'est le marché en fait qui va me dire telle niche, telle problématique, tu as un marché. Et je vais me lancer dessus en sachant que si je fais pas ce taf-là, il y a des niches, jamais je les aurais trouvées sans ce processus de recherche. Et c'est justement là-dessus, généralement, que tu as le plus de chances de réussite. 100%. Et en plus, pour moi, un des critères les plus importants quand on fait un testing de produit ou la création d'un site, c'est le time to market. Et là, vu que tu te bases sur de la data, forcément, tu vois ce qui fonctionne au moment où tu vas lancer. Donc, ça te permet d'avoir un bon time to market. Parce que tu as dit que tu ouvrais tous les produits que tu as vus sur le dernier mois, c'est ça? C'est ce que c'est un exemple, mais c'est quelque je chose regarde sur les 30 récent, derniers jours. Des fois, je regarde des produits qui ont été lancés il y a 3 mois, il y a 2 mois. Ouais, mais tu regardes pas il y a 1 an et demi, 2 ans, quoi, ce que je veux dire. Ça, c'est encore une autre stratégie. Okay. Mais du coup, tu n'as pas les datas en temps réel si ça fonctionne encore aujourd'hui. Okay. Et du coup, moi, j'aime bien me... Après, il y a des problèmes assez evergreen où tu sais que... Ouais, voilà, tu as des produits que tu peux relancer de l'année dernière, etc., qui peuvent fonctionner.
Mais après, tu n'es jamais à l'abri, et ça, tu le sais jamais, s'il y a quelqu'un qui est passé, quelqu'un qui est arrivé, un no shipper, etc., qui a peut-être un peu pas ruiné le marché, tu vois, il y a toujours moyen de faire fonctionner, mais des fois, ça peut être plus compliqué justement à cause de ces trucs-là. Et du coup, des fois, voir quelqu'un qui chiffre bien, encore plus quand il a un site, etc., éclaté ou des pubs éclatées, si le gars, il a des pubs éclatées, un site éclaté, etc., que tu vois qu'il est en train de scale, qu'il chiffre à fond, voilà, c'est Donc tu incroyable. leur conseillerais de lancer sur le même marché du coup ou Alors, marché différent? Même marché, peu importe en fait, même marché ou un marché différent. Mais moi, je recommande quand même, quand tu es débutant, de lancer en France parce qu'en fait, c'est ta langue natale. Et en fait, l'e-com, c'est tellement complexe. Déjà, pour maîtriser le marketing, etc., pour moi, c'est mieux de lancer en France parce qu'au moins, tu sais où ça cloche. Alors que ça se trouve, tu lances en Italie, tu parles pas italien. Et ben, ça se trouve, en fait, tu as des erreurs de traduction. Tu as des trucs en fait, sur le marché que tu maîtrises pas. Et du coup, au début, ouais, ça peut être plus compliqué quand tu lances. Carrément. Mais moi, il y a un concept que j'aime beaucoup, c'est le concept de reverse engineering. J'ai fait une vidéo où je parlais de recherche produit, justement, je parlais de ça. Et c'est exactement ce que tu disais. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait des applications comme EUSPY, TrendTrack, qui permet de voir finalement le spend en Europe. Ouais. Et c'est vraiment ça, en fait, il faut apprendre à comprendre les métriques. Si tu connais le CPM, un moyen d'un marché, si tu connais finalement les impressions en Europe, bah, tu peux découvrir le spend et tu sais que si une personne scale, forcément, c'est qu'elle n'est pas break-even. Enfin, c'est très rare que quelqu'un scale vraiment fort en étant break-even. Il faut tout le temps avoir ce réflexe de partir de la data, essayer de la comprendre. Et finalement, c'est comme si tu avais la vision sur la data. Quand tu as un certain niveau, tu... De toute façon, c'est la seule solution aujourd'hui pour avoir des stats corrects, plus que le nombre de visiteurs sur le site, etc. Là où avant, tu pouvais vraiment spy, tu pouvais savoir précisément combien chiffrer les Shopify. Bon, maintenant, c'est plus possible. La bonne époque. Ouais, ça, c'était bien. J'avais codé un bot et tout. J'avais tous les Shop FR. J'avais la liste de tous les Shop FR. J'avais eu sur Store Lead, ça s'appelle. Et j'avais tous les shops. J'avais fait un bot. Et en fait, sur Discord, tous les jours, ça me faisait un récap des top spender, etc. Enfin, top spender, top du coup CA, parce que ça donnait le CA approximatif. Enfin, quasi réel en par vrai. Produit, en plus c'était par produit. Donc, c'était par produit. Tu prenais des généralistes, tu te faisais une grande liste et dès qu'ils lançaient un produit, tu le voyais très rapidement. Ouais, en plus tu vois vraiment le chiffre d'affaires précis. Tu vois, ça c'était une dinguerie. Bon, ça n'existe plus. Mais maintenant, la seule solution, c'est de regarder justement les impressions en Europe. Ça, c'est une data qui est super précise. C'est quand même cheaté en vrai, mine de rien. Les et du coup, tu parlais de EUSPY Elite. Donc, c'est un tool qu'on apprécie. Il y a aussi Afterlib, c'est excellent. Ça, c'est mon outil préféré du moment. Je voulais savoir pour toi, est-ce qu'il y a encore de l'intérêt à être sur l'Ad Library quand on a finalement la bibliothèque qui est déjà filtrée? Est-ce que pour toi, c'est accurate? Il y a encore du sens à aller sur l'Ad Library ou alors l'Ad Library, c'est un outil de l'ancien temps? C'est-à-dire que moi, j'ai très peu de temps, donc j'aime bien prendre des trucs en fait pré-scrappés, etc. Après, ce qui est réel avec les trucs pré-scrappés, c'est qu'en fait, t'as pas toutes les créas à 100%. Ça, c'est sûr, il y en a qui passent à la trappe, etc. Et tu penses que c'est... Enfin, pas ceux qui dépensent le plus, tu vois. À retardement ou elles n'apparaissent pas du tout? À retardement, souvent. Mais des fois, ça apparaît même pas. Mais bon, les top spenders sont toujours là, ça, c'est une certitude. Mais après, quand tu veux des produits où ça dépense et en fait, ils commencent à scaler, mais des fois, ça passe à la trappe, etc. C'est toujours mieux sur la librairie, du coup. Mais du coup, c'est aussi plus long parce qu'en fait, pour afficher les spends et tout, ça prend du temps à chaque fois. Donc finalement, ils sont complémentaires. Ad Library, t'es sûr à 100%, mais ça prend beaucoup de temps. Afterlib, EUSPY Elite, c'est vraiment un gain de temps énorme. C'est un gain de temps énorme, ça filtre très bien, mais il y a peut-être 5, 10, 15% de perdition. En sachant que des SaaS comme ça, il y en a plein. C'est juste que moi, j'avais pris EUSPY Elite, j'ai fait ma recherche produit et voilà. Mais en soi, peu importe l'outil. De toute façon, il y en a deux qui ressortent bien, c'est EUSPY Elite. Afterlib, le gros avantage, c'est moi, je l'ai trouvé cette feature nulle part ailleurs. C'est le fait que tu as plein de mots-clés en tête, par exemple, de problématiques précises. Tu peux tous les mêmes dans ta même recherche, tu vois. Genre avec l'IA, du coup, ça filtre en fait les... Et j'ai regardé et ça prend vraiment tous les mots-clés. Non, c'est même pas de l'IA là pour le coup. Non, c'est vraiment en fait, au lieu de rentrer un mot et faire une recherche, tu peux rentrer 10, 15, 20 mots avec une simple virgule. Enfin, il y a une petite technique. J'ai trouvé une technique pour toutes les mettre là où sur Facebook, c'est pas possible. Du coup, sur Facebook ou les autres tools, même les autres tools de manière générale. Vas-y, partage ta technique. T'as mot-clé par mot-clé. Je vous enverrai un loom. Je mettrai un loom dans la description, je l'avais fait. Charger la description. Ouais, va être chargé. Mais genre, valeur, tu vois, par exemple, si j'ai une niche précise en tête sur lesquelles je vais faire de la recherche produit, j'ai genre, on va dire, 300-400 mots-clés pour un seul marché. Tu vois. Donc, je sais pas, par exemple, au français, tu as plein de mots-clés assez précis sur la niche. Je vais les traduire en allemand, en espagnol, en italien, en néerlandais. En général, je m'arrête là. Quelques pays, des fois, nordiques, style Danemark, Norvège, Finlande, etc. Et en fait,
Du coup, ça me fait une grosse base de, je sais pas, 1000-1200 mots-clés, tu vois, juste sur une niche en vrai. T'as de quoi t'amuser. Et je rentre tout dedans, tout d'un coup. Ok. Et du coup, bah, au lieu de les taper un par un, les 1200, tu vois, bah, t'as tout en un coup. Et franchement, D'ailleurs, ça, il y a c'est un tool cheaté. justement où tu mets, par exemple, imaginons tu vends une brosse à cheveux et tu veux, ou je sais pas, cheveux. Et en fait, bon, généralement, moi je mets juste le mot-clé cheveux, comme ça au moins j'ai tout. Mais des fois, tu sais, sur certaines niches, etc., c'est plus compliqué que ça. Et du coup, tu as un truc, je crois, ça s'appelle Keyword Cheater, un truc comme ça, où en fait tu mets un mot-clé et ça te donne plein de mots-clés similaires. Ah, En fait, c'est pas mal. les gens qui font du Google Ads, ils connaissent très bien cet outil-là. Ok, keyword cheater. Ou en SEO aussi, je crois, il y en a beaucoup qui. Cheater ou shifter, je sais plus. Ok. On mettra Je en vais me le noter. description. Je faisais avec ChatGPT Ouais. ça pour ça. Tu lui expliques un peu, tu lui donnes ta liste de mots-clés, tu C'est vrai que tu peux lui aussi dis faire de t'en avec donner ChatGPT, d'autres. Ce que je faisais aussi, c'est que dans ta tête, déjà, en vrai, il y a plein de mots-clés assez simples à aller chercher sur une niche, tu vois, genre cheveux, beauté, Ouais. machin, bref. T'as les mots qui te viennent en tête, tu les rentres déjà sur Afterlib, tu prends toutes les top créa dropshipping, tu screenshots tous les ad copies, ensuite tu les refous dans GPT et tu lui dis voici ma liste, voici toutes les screenshots des ad copies, est-ce qu'il y a d'autres mots-clés que j'ai oubliés? Et en fait, tu refais ça plein de fois, tu vois, et à force, tu réalimentes. La puissance ta- de l'IA. Ouais, franchement, Et c'est clairement. super important parce que les mots-clés, pour moi, c'est un facteur de réussite dans la recherche produit. Parce Ouais. que si on met vraiment les mots-clés cheveux, c'est très bien. Là, en plus, Ouais. la niche, elle s'y prête bien. On trouve souvent Bah, surtout si tu as déjà ton shop de niche, en fait. C'est incroyable. 80-90%. Mais des fois, c'est en allant chercher le mot-clé que personne n'utilise. Par exemple, en restant dans les cheveux, alopécie, c'est un problème. Il y a beaucoup de produits autour de ce problème. Et Ok. c'est dans la niche cheveux. Finalement, le fait de mettre ce mot-clé, ça permet d'être vraiment en avance sur les concurrents. Et je pense que connaître les mots-clés en profondeur de sa niche, c'est vraiment un vrai avantage sur la concurrence. Et quand tu parlais justement de. Tu lui demandais à quel point la data remonte, etc. sur les tools. Mhm. En tout cas, moi, j'ai discuté avec le owner de Afterlib, justement, Ok, là, ok. hier. Justement, hier, j'ai eu la réponse. Enfin, ça faisait un moment qu'on discutait. Et hier, il m'a donné la réponse. Sur Afterlib, du moins, je sais pas les autres tools. Les créas, elles mettent 2 à 3 jours à remonter et parfois une semaine. Ok. Mais il m'a dit une semaine maximum en général. Vraiment grand max. Donc, En vrai, voilà. ça va. Parce Ça que va. généralement, en une semaine, tu n'as même pas forcément la réponse aussi de si De la toute façon, personne ouais. arrive à scaler ou est rentable. En vrai, tu l'as au ça. bout de 2 jours. Tu voyais 50 € par jour, ça veut tout rien dire. Ouais, En ok. fait, dans 2 jours, le mec, il a cut sa créa et toi, tu Ouais, pensais que c'était un banger. Et au final, Ouais, En pour vrai, ça, je regarde toujours sur genre un mois, etc. Je prends pas des. Généralement, les produits, tu sais, qui ont été lancés il y a 3 jours, une semaine, Ouais. je les mets dans une liste et après, je reviens les voir peut-être une semaine après, tu vois. Et je pense à regarde. partir de 5-6 jours, une créa qui est active, je pense que ça commence à être un minimum accurate. Ouais. Une créa active depuis 5-6 jours et qu'à du daily spend quand Ouais. tu utilises TrendTrack ou USpy notamment. Mais ce qui est sur, intéressant, toujours avec l'ad library, c'est quand on trouve un produit, par exemple sur Afterlib, c'est d'aller regarder l'ad library et de regarder s'il y a beaucoup de créas inactifs ou beaucoup de testing en cours Ouais. sur le produit qui vont Ouais. peut-être pas remonter sur Afterlib, justement pour voir en fait s'il y a du réinvestissement sur le produit, parce que souvent quand quelqu'un il lance beaucoup de créas, tout à l'heure tu parlais Ouais. de 200 par semaine pour un client. Ouais. Moi si je vois ça, c'est un indicateur met la direct puce à pour me l'oreille, dire ça scale fort, il y a de la demande, ça marche, il y a du ROAS, parce que pour réinvestir autant sur un tel nombre de créas, c'est que le profit doit être vraiment sympa C'est derrière. clair. Après, il y a aussi un truc où, pour les débutants surtout, c'est que quand tu vois des produits, que tu fais une recherche produit, certes, c'est important de voir le spend, etc. Mais il faut pas s'arrêter. Des fois, il y a des produits où en fait, en mode, c'est quoi cette merde? Tu vois, tu dis, en fait, tu as des a priori sur certains Ouais, produits je ou vois. certaines niches de produits. Et en fait, ces produits-là, justement, il faut les ouvrir. C'est super important. Parce qu'en fait, c'est justement ceux que tout le monde skip. Et généralement, c'est des produits. Même sur, par exemple, il y a des niches, tu dis, mais à quel moment les gens achètent ça, tu vois? Et en fait, des fois, c'est des trucs que personne lance du coup. Le mec, il est tout seul sur son marché, personne ne veut le copier. Et en fait, c'est les produits les plus bangers. Moi, les produits où j'ai fait les plus grosses marges, etc., c'est des produits où tu es en mode, genre, pourquoi ça fonctionne, tu C'est vois. réel. Mais après, quand tu comprends vraiment en profondeur le marché, Mm. etc., là, tu comprends. Mais voilà, faut toujours se fier au stade les dans tous les cas. audiences Ouais. femmes 60+, des fois elles sont surprenantes. Hein. Ouais. On voit des choses qui passent, on connaît pas du tout le problème, mais ça représente quand même des centaines de milliers, voire des millions de personnes Ouais. assez facilement. Du coup, là, tu nous as donné pas mal de value pour ta recherche produit, beaucoup basé sur la data, Ouais. des problèmes-solutions, Ouais. une audience assez large. Je voulais savoir si, au contraire, tu as des red flags sur des produits que tu vois. Tous les feux sont au vert, mais il y a un truc qui te fait dire non, celui-là, je le lance pas. Mauvaise qualité de produit. Ok. Dans ces cas-là, il y a des solutions quand même où tu regardes sur Alibaba, tu essaies de trouver des produits similaires. Des fois, tu as des produits qui sont de mauvaise qualité et en fait, il y a la version améliorée, etc. Si vraiment Moi, ma règle, c'est tu regardes sur AliExpress. Si déjà, tu as des produits qui ne se vendent même pas sur AliExpress, mais si tu as un produit qui se vend sur AliExpress avec un minimum de volume et qu'il est à 4,5 sur 5,
Déjà, là, ça commence à être chaud. Si t'es à 4,6, là, ça peut aller. Après, il faut avoir un bon SAV, bien, tout ça. Mais en dessous de 4,5, c'est mort, tu vois. Je lance pas ces gros red flags. Donc, qualité du produit, red flag directement. Tu vas regarder sur Amazon aussi un petit peu quand même Ouais, je regarde quand même. notation. Ouais. S'il y est, parce qu'il n'y a pas tous les produits non plus, si c'est un produit récent, forcément. Et ouais, globalement, c'est ça. Et après aussi, être sûr. Bah ouais, non, mais du coup, grosse marge. Être sûr que c'est pas un mec qui no-ship, qu'il fasse bien les choses. Mais de toute façon, si t'as regardé la marge. Grosse marge, t'entends quoi par grosse marge, par exemple? Grosse marge, bah en fait, quand je rentre tous les trucs dans le tableau avec par exemple un ROS, je mets un ROS réaliste à 2,5 et je regarde en fait le pourcentage de bénéf. Si c'est à minimum 30-40% de bénéf avec le CPA cible, en sachant que si je l'ai vu à la baisse, genre à 2, etc., et bah si c'est à 30-40%, c'est pas mal. Ouais. Ok, donc ROAS cible à 2,5 avec un Ça dépend des produits, ouais. Mais je veux dire, avec un bon ROAS, enfin avec un profit de 35-40%, Ouais. toi, du coup, souvent sur tes produits, tu vas chercher souvent du x4, du x5. C'est quoi? C'est la valeur perçue, les COGS, donc le cost of goods sold que tu vas. Moi, j'ai pas vraiment de x4, etc. Je regarde vraiment par rapport aux metrics. Là, si ça me sort un 30-40% de bénéfice, c'est bien. Ce qui est réel aussi, c'est que des fois, tu as des produits aussi où tu marges moins, mais en fait, tu as des bons taux de conversion. Du coup, au final, tu as aussi le même truc. Mais pour moi, c'est pas jouer sur la chance, tu vois. Mais enfin, si, un petit peu, tu vois. En fait, tu peux pas être sûr à 100%. Et c'est pour ça que moi, je fais ce process-là. Mais ce qui est sûr, c'est que tu peux aussi vendre des produits avec des pourcentages de bénéfices, moi, avec ma strat, qui sont plus faibles. Mais en réalité, quand tu les vends, tu as un très bon taux de conversion, c'est de bonnes surprises, etc. Et en fait, ça fonctionne super bien. 100%. Mais en fait, c'est juste que tu as quand même un aspect. Pas chance, mais un aspect où tu es obligé de tester pour savoir et tu peux pas être sûr à 100% avant. Et du coup, c'est juste pour ça que moi, j'évite de le faire. Mais voilà, il y a tout qui fonctionne comme on en parlait. Mais tester, pour moi, c'est la clé parce qu'il y a des produits sur papier, ça fait, tu fais un x3, x3,5. Donc souvent, on entend des x5, des x6, des x7 pour être rentable. Mais le produit est tellement bon, tellement facile à marketer, il y a une grosse traction, une grosse demande. Et en fait, quand tu le lances, tu fais des ROAS 5, 6 en moyenne. Et pourtant, sur le papier, tu n'es que en x3,5. Pour moi, tant qu'on n'a pas testé un produit, on ne peut pas savoir si il est pas rentable. Je pense que tu peux manger un petit peu sur ce type de prod, mais je ne suis pas sûr que tu puisses le tenir vraiment sur la durée, tu vois, un prod comme ça, où tu as vraiment un multiplicateur assez faible. Parce que plus le temps va passer, plus tu vas spend, plus ton ROAS va chuter, logiquement. Et à un moment donné, tu vas arriver pas loin du BE, je pense. Mais en vrai, 3,5, ça commence à mais ça se lance quand même. Tu fais ton cash sur le temps que ça dure et puis. Ouais, ça clairement, surtout que sur Facebook, etc. Tu as des mauvaises périodes, etc. Ouais, 100%. Donc voilà, si tu as un ROS, on va dire, qui est trop limite en fait de base, et ben en fait ces périodes-là, tu vas souffrir. Ah ouais. Et après, bon, x3, x4, etc. Ça dépend aussi du prix du produit. Si tu vends ton produit 100 €. Tu dois faire un peut-être x2,5, x3 max. Au plus le prix est élevé, au moins tu cherches un gros coefficient. C'est ça. Donc là, on parlait beaucoup de recherche produit. Ensuite, il y a la phase de scaling qui arrive, etc. Et toi, est-ce que tu es plutôt dans l'optique, une fois que tu as tes produits en place, qui sont bien en place, tu lances plein de créas, ça marche bien, les ROAS sont corrects, etc. Est-ce que tu vas assez rapidement envoyer du stock dessus, personnaliser à fond tes produits, les packaging, faire plein de cartes de remerciements C'est quoi un peu ta vision par rapport à ça, ou tu préfères plutôt rester 100% dans le drop, quoi? Moi, ce qui est sûr, c'est que dès que j'ai un truc qui fonctionne, je prenne le truc au maximum. Bon, je vais pas forcément mettre le logo sur le produit, etc. Mais au moins avoir un beau packaging, des cartes, etc. Vraiment avoir une bonne expérience client pour pas forcément s'endetter, tu vois, parce que mettre le logo sur les produits, etc. Des fois, c'est cher. Ça dépend comment c'est fait, si c'est un sticker, si c'est vraiment... voilà. En tout cas, pour les gens qui débutent, moi, je recommande pas du tout de partir sur de la personnalisation ou de faire du stock, etc. Déjà, il faut tester le marché, il faut éviter de s'endetter, etc. Je vois beaucoup de personnes qui se lancent et qui, au final, font par exemple du stock directement, ils font des cartes, des trucs, alors qu'ils sont débutants. Après, quand tu as avancé et que tu as du cash, etc., ça va. Mais quand tu es débutant, en fait, c'est un gros risque par rapport à ce que tu vas gagner. Et il y a beaucoup de personnes, du coup, qui font ça et qui perdent beaucoup d'argent, malheureusement. Et il y a beaucoup de personnes qui commencent à faire du stock, etc., justement parce qu'ils ne veulent pas faire justement sur le modèle du dropshipping, parce qu'ils trouvent ça un petit peu sale, un petit peu... pas top, etc., mauvaise qualité, tout ça. Mais en réalité, tout dépend de comment tu le fais. Si tu as un bon SAV, que tu fais bien les choses, en fait, il n'y a aucun problème à le faire et ça permet en plus de tester le marché. Bon, s'il y a des problèmes, etc., tu rembourses les clients au pire. Tu perdras moins que de faire du stock. Et après, une fois là que tu sais que tu es rentable, qu'il y a de la demande, etc., là, ouais, tu peux passer par un agent, faire du stock, brander les trucs, etc. Et au moins, tu as validé le truc. Tu sais que tu vas
utiliser de l'argent pour faire du stock, brander ton produit, etc. Mais tu es sûr que c'est pas de l'argent perdu parce que tu as déjà validé la demande, tu sais que ça fonctionne. Et au moins, voilà. 100%. Mais il y en a trop. J'ai franchement des messages comme ça, j'en ai régulièrement. Ils ont direct envie de brander la chose, ils ont envie d'envoyer du stock, ils ont envie de personnaliser même direct les produits. Certains, ils sont sur des produits même à MOQ 100, 150, 200 et ils m'envoient un message comme quoi ils veulent direct prendre le MOQ et je leur demande mais est-ce que tu as déjà testé en ads au moins le produit, comment ça réagit? Il me dit non mais c'est sûr ça marche et tout, c'est un produit de fou et ils se cassent souvent ils se cassent les dents, tu vois. Surtout quand tu débutes en fait, tu n'as pas encore les compétences pour et du coup tu peux pas estimer à 100% que ça va fonctionner alors que t'es débutant. Ah non mais 100%, 100%. Donc moi en vrai dans ce cas-là, même si vous avez un produit à MOQ typiquement et que vous avez vraiment envie de le lancer, envoyez 100 balles en ads. Au pire vous faites des refunds, mais au moins vous avez un minimum de traction, enfin vous voyez au moins s'il y a un minimum de traction et là si vous avez envie de vous faire plaisir, prenez votre MOQ, mais je pense qu'il y a d'autres façons. Moi j'ai même tendance à dire que c'est contre-productif parce que quand une personne a déjà scalé, elle connaît les enjeux de cash flow et de trésorerie, à quel point c'est parfois compliqué quand on a des réserves de 20%, des PayPal, de là à s'embêter avec un stock, un investissement, quand on n'a pas une trésorerie énorme, finalement ça va plus ralentir le scaling, ça va bloquer au niveau de la trésor et les barrières à l'entrée que ça ajoute, c'est même pas super intéressant la plupart du temps. Après si tu vois, si t'as un 3PL par exemple, tu vends en France, t'as un 3PL en France, ça fait quand même un bel avantage concurrentiel mine de rien. Donc peut-être ça peut t'aider, mais je pense qu'un mec qui est même un tout petit peu plus chaud que toi en marketing et qui est en full drop, tu vois, il peut te prendre tout le marché, il a plus de trésor, il a plus de cash pour tout réinvestir. Pourquoi pas, mais le cash flow sur du gros scaling surtout avec quelques hold, quelques réserves, va falloir être prêt. Si je parle du scaling vraiment agressif à 20, 30, 40 KD minimum, c'est compliqué. Le scaling va être lent, je pense, si t'es un débutant sans trop de trésor et que t'es en full stock. Qui lui envoie la gomme, tu te fais doubler. Quoi. Ouais, il t'éteint vite. Pas mal de value autour de la recherche produit. On peut peut-être passer sur les créatives parce que pour moi, c'est un des piliers finalement de la réussite en e-com. J'aime beaucoup les créatives statiques. C'est quoi un peu ton avis sur ce sujet? Est-ce que c'est un format qui fonctionne? Est-ce qu'il faut faire que de la vidéo? Alors pour moi, créatif statique, je pense que c'est ce qui fonctionne le mieux. Genre on est peut-être à 60-70% créa statique, le reste en vidéo. Bon, les vidéos, il y en a... Voilà, on a quand même des gros bangers en vidéo. Généralement, les vidéos, ça dure plus longtemps, etc. Mais les créa statiques, c'est très facile à produire et c'est super rentable en fait. C'est peu cher aussi. C'est peu cher aussi. Bon après c'est peu cher mais ça convertit moins donc ça s'équilibre. Mais en fait c'est tellement facile à faire, des créatives images. Il y a tellement de façons de les faire. Tu peux tester tous les angles très rapidement, etc. Et en fait tu peux les produire facilement en quantité. Et aujourd'hui sur toutes les marques avec qui je travaille, etc. Les créa images c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Bon les vidéos ça fonctionne aussi très bien. Mais les créa images c'est très facile à produire et... Ouais, ça marche à chaque fois. Parce que quand on regarde quand même, mine de rien, on reprend Afterly par exemple, tu tries par reach, tu regardes les top créa. En vrai, mine de rien, il y a quand même beaucoup de vidéos qui ressortent, je trouve. Ouais. Un peu plus facilement. J'aurais tendance à dire que les vidéos scalent beaucoup plus, on peut dépenser beaucoup plus et elles sont plus scalables. Mais les statiques, c'est beaucoup plus facile de scale horizontalement avec beaucoup de créa, avec 500K, 1 million de reach. Donc finalement, c'est peut-être un peu biaisé de regarder de ça de mais cette je suis 100% manière. d'accord, c'est pour challenger un peu. Mais en fait, c'est que dans la quantité de créa, comme tu t'envoies ça rapidement, le win rate est peut-être un peu moins élevé que sur du lancement de vidéo. Mais comme tu as dit, tu peux trouver beaucoup plus de static winners et donc avoir même une meilleure stabilité parce que tu scales sur plein de créa, tu vois. À petit budget, certes, mais... Exactement. Et tout cumulé, au final, les vidéos, certes, tu les scales super bien, tu as des gros bangers, etc. Mais les créa images, en fait, t'en as plein. Ouais. Et au final, limite, des fois, tu peux spend plus sur la totalité des créa images que sur une vidéo. Donc, super intéressant. Et est-ce que tu vois des patterns dans les créa static winners? Est-ce qu'il existe l'anatomie d'une creative winners? Ou alors... y a plein de techniques, forcément, plein de formats. Moi, un format qui fonctionne bien, c'est... généralement, c'est les créas les plus simples. Toujours les créas les plus simples parce qu'en fait, généralement, c'est ce qui va venir. Faut pas faire compliqué. En fait, quand c'est simple, le message est très clair. Et les créas aussi originales qui sortent vraiment du feed. C'est-à-dire, créa simple, généralement, c'est une créa avec le produit, avec une headline, une promesse, des bénéfices mis en avant, donc image bullet point, etc. Et sinon, ce qui fonctionne bien aussi, c'est les créas originales. Donc, par exemple, format paint, où par exemple, tu as le produit et tu as une flèche écrite au pad, tu vois, directement, où tu écris par exemple ce produit permet de, et voilà. Et ça cartonne, ça fait partie de mes top ads actuellement. Ok, donc la simplicité, tu vois de la bonne... simplicité, mais bien exécutée.
Oui. Ça sert à rien de faire des trucs beaux, etc. Il faut juste que ça soit... même quand c'est horrible, en fait, souvent ça marche. Mais il faut juste, en fait, pas le faire pour faire un truc horrible. Il faut que le message soit clair, qu'il y ait quand même une réflexion derrière. Mais les créas les plus simples, c'est ce qui fonctionne le mieux parce qu'au final, tu as juste le client, il arrive, il a une phrase à lire, il y a un produit. Et en fait, si tu as bien fait ton travail, que niveau marketing ou niveau, tu arrives à bien attirer l'attention, et ça fonctionne super bien. Carrément. Moi, je te rejoins. Le design, c'est important, mais finalement, c'est l'audience que tu cibles, les mots que tu choisis, le marketing de base, finalement, qui fait que ça performe ou non. On parle souvent d'IA en ce moment sur les réseaux, sur Twitter. On voit, il existe mille et une IA. Est-ce que toi, tu vois des créas qui ressortent sur tes ad accounts de mock-up ou de créatifs vraiment léchés avec l'IA? Ok, tu parles vraiment du visuel fait en les IA. visuels, tu vois, un peu comme on peut voir sur Twitter, dans les RT Like et tout. Ouais, carrément. Moi, j'ai des créas qui ressortent super bien faites en IA avec Midjourney, etc. Ok. D'ailleurs, il y a une marque qui est super intéressante, ça s'appelle Obvi. Obvi. Et eux, ils font beaucoup d'images vraiment en IA, donc avec Midjourney, etc. Et dans leurs top ads, en fait, il y a beaucoup de créas qui sont comme ça, faites en IA, et c'est super intéressant. Nous, on en a, et ça fonctionne bien. Après, voilà, c'est un peu... faut savoir prompter, etc. C'est pas très compliqué, il y a des tutos pour ça. Mais ça fonctionne bien. Après, il faut avoir une diversification, il ne faut pas faire que de l'IA. Ouais. Ça, c'est sûr, mais ça fonctionne. Ouais, la diversification, la variété, pour moi, c'est le maître mot parce que finalement, il faut toucher plusieurs audiences. Donc, que ça soit avec le copywriting, mais même le visuel. Une personne, elle peut être attirée par ce type de créa. L'autre, elle a besoin d'un truc plus textuel, l'autre, un truc plus visuel. Il y a des clients qui sont réceptifs à l'IA et il y a des gens, ils voient que c'est de l'IA, ils ne vont pas acheter. Et par contre, si c'est juste du texte ou alors si c'est... Il y a des gens, ils achètent que par de l'humain. Il y a des gens que par... En fait... Voilà, il faut. De toute façon, c'est comme ça sur Facebook. En fait, tu vas pas cibler avec des intérêts, tes audiences, etc. Mais selon tes créatifs, ça va venir cibler les bonnes personnes. Ouais. Et en fait, le but, c'est d'avoir plein de créatifs différentes en fait, pour vraiment toucher toute l'audience. Parce que tu as une audience qui est plus intéressée par l'IA. Il y a des gens, ils veulent voir plus des reviews. Il y a des gens, ils veulent voir plus problème-solution. Et en fait, il faut avoir une variété pour vraiment pouvoir scaler et toucher le plus de pages d'audience possible. Carrément, carrément. Et toi, tu as de l'expérience, tu vois beaucoup de choses, tu vois beaucoup d'ad accounts. Ouais. On se met dans la peau d'un débutant qui commence à scaler un produit, mais il n'y a pas forcément le recul sur ce qui fonctionne sur le marché. Pour faire sa veille, voir un peu ce qui fonctionne, être inspiré, qu'est-ce que tu lui conseillerais ? Alors, pour être inspiré, etc., tout simplement voir les personnes qui chiffrent le plus, donc que ce soit via les outils qu'on a dit juste avant. Donc, en fait, finalement, les outils de recherche produit, ça peut être aussi des outils finalement de veille de créa qui fonctionnent. Alors aussi, après, tu regardes sur un horizon de temps généralement plus large quand même, tu regardes pas sur un mois. Et sinon, moi, il y a un outil que j'utilise beaucoup, j'adore, c'est vraiment un gros banger, on fait que utiliser ça, c'est Atria, ça s'appelle. Et en fait, tu peux trouver de l'inspiration. Tu as déjà des créas en fait, qui sont rangés dans des dossiers, tu peux créer tes propres tableaux, c'est un peu à la Foreplay, sauf que je trouve que c'est en mieux. Et tu as même aussi des templates Canva en fait, préfaits par rapport aux top ads, etc. de certaines marques. Ça, c'est pas mal aussi. Et dessus, nous, on a pas mal d'inspiration. Tu peux aussi suivre les marques. Et en fait, à chaque fois, dès qu'il y a des marques qui font des nouvelles créatives, en fait, la marque remonte, etc. Et en fait, tu vois le nombre de créas qu'ils ont balancé les 30 derniers jours, etc. Et pour t'inspirer, c'est super bien. Tu crées des tableaux. Et en fait, tu fais par exemple, je sais pas, imaginons tu as un produit brosse à cheveux. Tu trouves plein de créas, même pas du tout en fait en rapport avec la brosse à cheveux, même des créas par exemple pour du thé. Et en fait, tu vois que ça te donne une idée, hop, tu le mets dans le tableau. Tu adaptes. Et après, que tu délègues ou que tu le fasses toi-même, et tu essayes en fait d'adapter chaque créative à ta sauce en fait pour ton produit. Et comme ça, tu balances un maximum de concepts, etc. Et nous, c'est ce qu'on fait beaucoup, que ce soit vidéo ou image. Et ça fonctionne beaucoup. Et moi, il y a je vais balancer encore une petite value, c'est un truc que je fais beaucoup, que j'ai l'impression que quasi personne fait. Et en fait, c'est pour sortir du pattern où tout le monde fait la même chose, etc. Moi, j'adore créer un peu, on crée jamais de toutes pièces, on s'inspire, mais faire des concepts de créa-image notamment. Moi, j'adore les créa-images, les faire, c'est mon petit plaisir. Et en fait, j'aime bien créer des nouveaux concepts, entre guillemets, qui ne sont pas encore faits sur le marché français ou US, etc. Et en fait, moi, ce que je fais pour faire ça très facilement, je vais sur Pinterest. Je mets le nom de la problématique, imaginons, perte de poids. Et je vais écrire perte de poids sur Pinterest en anglais. Et là, il y a plein de trucs perte de poids, tu as des petits schémas, tu as des trucs, etc. Tu cliques sur un schéma qui te paraît intéressant. Et là, tu as plein de trucs similaires. Et en fait, avec des schémas, etc., tu peux faire plein de créatives, en fait. Notamment sur la perte de poids, tu peux avoir un truc qui parle que des problématiques, des trucs où tu donnes de la valeur carrément sur une créa-image sans même parler du produit. Et en fait, les gens, ils disent ça, ils voient de la valeur.
et genre des conseils perte de poids, et en fait après tu as ton ad copy avec ton produit, etc. Tu cliques dessus, et en fait tu peux trouver plein de concepts, même des trucs tirés par les cheveux. Des fois moi je vois des trucs, ça n'a rien à voir avec le produit, et je sais pas, je vois un ours, tu vois, je me dis j'ai trop envie de prendre cet ours là et mettre le produit avec, tu vois. Faire ce genre de truc, ouais. Arriver à un certain niveau, allouer une partie du budget. Alors ouais, pas en testing, mais en testing, tu as des trucs, mais pas commencer à faire partir dans des trucs tirés par les cheveux comme ça, parce qu'en fait, t'es jamais sûr à 100% que ça fonctionne. Mais j'ai beaucoup de top créa du coup, où c'est des trucs en fait, où on est sorti en fait, du pattern basique. Et en fait, les gens, quand ils scrollent, ils sont en mode c'est quoi ça? Et après, en fait, ils achètent. Ouais. Donc, utiliser les outils de recherche produit et en se concentrant sur les créas qui fonctionnent, parce que finalement, les impressions, c'est la créa qui fait les impressions. Ouais. Regardez Atria, s'inspirer aussi sur Pinterest. Ouais. Ok. Non, on fait la même chose. Moi aussi, ce que j'utilise un peu, c'est CreativeOS et Static Flow. Okay. Là, c'est plutôt pour des créas où il y a des templates, mais c'est pas des créas winners, c'est pas basé sur de la data, donc ça, forcément, faut l'adapter. Après, c'est toujours des créas entre guillemets gratuites, tu vois, où ça va vite à faire. Oui, sur du volume. Quand tu es en plein scaling, s'il faut envoyer du volume, tu parlais de 200 créas par semaine, c'est là, il faut envoyer du volume. C'est des outils qui sont super intéressants pour ça. Ouais, CreativeOS, c'est pas mal. Ouais, et l'autre outil, c'est quoi par rapport à CreativeOS? C'est exactement la même chose. T'as pas les mêmes. On va dire il y a 30-40% qui changent, mais c'est super intuitif. Enfin, moi, je préfère Static Flow que CreativeOS. Ok, très intéressant. Super intéressant. En fait, ça ressemble au CreativeOS d'avant, parce que je sais pas si tu as vu, l'UX a beaucoup changé, évolué. J'utilise pas beaucoup ce genre d'outils, du coup, on fait beaucoup. Et là, c'est vraiment 80-20, tu as les templates que tu cherches, c'est super. Ouais, ça c'est pas mal. Surtout quand tu débutes, etc. T'as pas forcément les skills pour du Canva et tout, c'est bien, tu as une bonne base en fait sur laquelle commencer. Au niveau des vidéos, justement, est-ce qu'il y a pas mal d'UGC qui sont faites de votre côté? Ou beaucoup de récupération de contenu pour faire vos propres... Non, on fait du coup la plupart des créas nous-mêmes, parce que du coup, nous, c'est souvent des vrais brands, etc. Pour du drop, on va faire de la récupération de contenu, prendre des plans même qui n'ont rien à voir avec le produit et faire... voilà, on fait plein de trucs en fait, comme ça, mais avec de la récup de contenu et aussi du contenu qu'on fait nous-mêmes, on mixe les deux, surtout au début. Par contre, pour les brands, etc., on fait avec le contenu de la brand, on leur donne des indications, etc. Après, au niveau UGC, etc., ça s'essouffle de plus en plus le format UGC, on va dire basique. C'est juste une personne qui parle. Et du coup, maintenant, c'est toujours à base d'UGC, mais maintenant, c'est plus des techniques avec des nouveaux hooks, avec par exemple, je sais pas, des nouveaux concepts différents en UGC en fait qui fonctionnent, des mashups, des trucs, etc. Screen, toujours avec des b-rolls, etc. Ça toujours, même avec les split screens, ça fonctionne bien aussi. Pas mal. Mais toujours avec des b-rolls, etc. Nous, on va sur UG pour les UGC, on leur donne toutes les indications, etc. Ils nous font la vidéo. Justement, c'était une de mes questions. Tu les sources via UG principalement. Est-ce que tu as d'autres plateformes intéressantes à Principalement UG. Après, généralement, c'est sur Insta, etc. Donc là, c'est plus vraiment, il faut aller voir la personne, lui envoyer un message, etc. Mais le plus simple, c'est UG. Ok. Et tu payes combien du coup un UGC? C'est entre 120 et 180 euros peut-être. 200 euros max, Est-ce que tu as des demandes spécifiques concernant les hooks, les b-rolls, des photos? Toujours. En fait, nous, on a un tableau. Et en fait, sur ce tableau, on va déjà donner un script à respecter ou à respecter quasiment avec ses mots s'il a envie. Et ensuite, on va faire un tableau où en fait, on va découper par séquence. Donc déjà le hook. Donc on dit dire telle phrase. Donc on met la phrase. Et si on veut aussi un plan où la personne fait une certaine action, on l'écrit aussi. Par exemple, si on veut que la caméra soit posée, on lui dit poser. Si on veut que la caméra soit tenue, elle est tenue. On détaille tous ces trucs-là pour être sûr que tout soit respecté et avoir ce qu'on veut. Et en plus de ça, généralement, il faut payer en plus, mais on va demander aussi des plans de coupe où en fait la personne, elle parle avec le produit, elle fait les hooks, etc. Mais en plus, elle fait des actions. En fait, elle a le produit dans les mains, elle pose le produit quelque part, elle fait des trucs, etc. Pour justement avoir des plans de coupe qu'on va pouvoir en plus réutiliser. Imaginons, on va faire un autre UGC. Et en fait, les plans de coupe, même d'un autre UGC qu'on a fait, on va pouvoir les utiliser pour imager, etc. Parce que juste un UGC tout seul, en fait, c'est un petit peu chiant. Il faut vraiment avoir de la dynamique, mettre des plans, etc. C'est super important. C'est pour ça important de demander les UGC non montés ou directement les rushs comme ça. Parce qu'avec 2-3 UGC, tu peux faire des dizaines de vidéos. Du coup, il y a très peu de liberté au final dans votre... Enfin, les créatrices de contenu, elles ont très peu de liberté, quoi. Ouais, surtout que, en fait, pour moi, les personnes qui font des UGC, c'est pas des bons marketeurs, en fait. Leur but, c'est de paraître naturel et faire bien les vidéos et paraître bien à la caméra, etc. Et du coup, c'est notre rôle aussi de leur donner le bon script. Voilà, si un UGC ne fonctionne pas, c'est pas de leur faute. Bon, des fois, oui, ils font un peu de la merde, etc. Mais si tu leur donnes les bonnes indications, etc., et que c'est bien respecté, tu es sûr qu'en fait,
c'est pas à cause de la personne. Et voilà, et c'est pareil, le montage, on le laisse pas en fait aux UGC. Nous, on le fait nous-mêmes parce qu'en fait, vu qu'on est bon en marketing, qu'on sait ce qu'on fait, etc., on préfère avoir la liberté là-dessus pour faire vraiment un bon montage parce que les UGC, généralement, font des montages, mais ils sont pas optimisés parce qu'en fait, eux, bah, leur but, c'est pas de créer des créatives. Eux, leur but, c'est de faire des UGC. Ok, intéressant. Et du coup, justement, dans la gestion des créatrices de contenu, est-ce que vous aimez bien switcher et avoir du coup une variété dans les créatrices, ou alors dès que vous trouvez une ou deux créatrices qui paraissent très naturelles et qui correspondent aussi potentiellement à votre avatar client, vous restez qu'avec elles, ou vous aimez bien Non, on diversifier? essaie toujours d'en tester un maximum. Après, notamment sur Luigi, tu fais quand même vite le tour. Ouais. Après, on a des créatrices des fois qui ressortent à fond. Notamment, on a une créatrice en plus qui est vraiment grillée à fond. C'est celle que tout le monde utilise avant, Oui, il y en a quelques-unes avant qui tous sont. les produits, tu vois. Ok. Et même dans les commentaires, les gens ils sont en mode elle a fait des pubs pour ci, pour ça, etc. Ils l'ont vu 15 fois dans la journée. Ils sur l'ont le vu feed. 15 fois dans la journée. Et pourtant, dis-toi que c'est une créa sur laquelle on tourne depuis super longtemps. C'est la créa la plus rentable. On a dépensé, je sais pas exactement, peut-être 300K dessus, juste sur une seule vidéo. Et bah voilà, et elle continue à fonctionner. Et en fait, des fois, tu as des profils en fait, du GC, etc. Déjà qui sont bons, mais aussi qui correspondent plus à l'audience. Donc, ouais, de toute façon, il faut en tester un maximum. Après, quand tu as une personne en fait, qui est bien rentable, c'est bien aussi de refaire des créas avec constamment. Et à la base, tu les sélectionnes comment sur la plateforme? Est-ce que tu te dis, OK, j'ai un avatar client cible en tête et je vais potentiellement rechercher ça? Ou alors vraiment, tu t'essayes de balayer tout et au Alors, feeling, moi, c'est quoi. pas moi qui m'occupe du coup de la sélection, etc. Des personnes. On a une personne justement qui s'occupe de ça, qui sait très bien faire. Mais généralement, oui, c'est quand même par rapport au persona. Si c'est un truc en fait pour un produit plus axé vieux, on va essayer d'avoir en fait des personnes un peu plus âgées, etc. D'ailleurs, ça c'est un peu plus compliqué sur Luigi, etc. à trouver, mais on arrive à en trouver, etc. Marché US, c'est beaucoup plus simple quand même. Mais ouais, toujours par rapport au persona quand même. Ok. Et concernant les UGC, est-ce que toi tu suis un peu ce truc de les UGC c'est top of funnel, les statiques c'est bottom of funnel? Est-ce que pour toi ça existe ça, ou alors finalement tous les formats peuvent toucher tous les niveaux d'awareness? Ça existe, ça c'est sûr. Après, moi je me pose pas la question en mode on va faire du top of funnel, on va faire du bottom of funnel. Non, juste on balance à fond. Et en fait, Facebook lui il optimise très bien par rapport à ça, notamment avec l'Advantage Plus, etc. C'est une grosse force, c'est qu'en fait Facebook a la connaissance en fait des points de touche. Où en fait, imaginons, tu vas mettre des statiques, des vidéos, etc. Tu vas avoir en fait des points de touche qui fait que ça va en fait montrer, en fait, il va détecter des patterns. Ça va montrer par exemple telle image. Après, ça va montrer telle vidéo. Et en fait, tu te rends compte que, en fait, ça il le fait naturellement et ça fonctionne super bien. Et en fait, je sais pas si vous avez déjà fait le test, mais dans une Advantage Plus, si vous avez par exemple plusieurs créas, il y en a une, vous voyez, elle est pas rentable. Voilà, par exemple, elle est pas rentable, mais ça se peine dessus. Vous êtes en mode ouais, Facebook, il s'est pas optimisé, tu vois. Mais en fait, non, c'est pas ça. Et en fait, j'ai déjà fait le test de couper ce genre de créatif pas rentable. Je la cut et là, je vois que toutes les autres, pareil, elles perdent en rentabilité, justement parce que, ça après, on peut pas forcément le savoir, mais voilà, quand on le sait, après, on le sait. Mais en fait, avec les points de touche, etc., généralement, il y a une image, oui, elle est pas rentable, mais c'est le premier point de touche qui permet aux autres d'être super rentables. Si tu la cut, après, les autres sont plus rentables. Et c'est pour ça que l'algo de Facebook est super puissant, que j'aime bien quand même faire confiance, notamment avec les avantages plus, etc. Et voilà, mais après, je fais du contenu vraiment. L'idée, c'est un peu d'avoir, par exemple, une créa éducative qui va vraiment mettre en avant le produit, faire comprendre qu'elle répond au problème. Elle va peut-être pas convertir énormément, mais derrière une statique promotion, elle va être ultra boostée grâce à cette créa qui a été vue auparavant par la personne. C'est ça. De toute façon, Facebook, après, optimise super bien. S'il dépense sur une créa, généralement, il y a une raison. Et ça, il sait très bien faire parce qu'il fait à la fois ce truc-là où en fait il va se peindre sur les bonnes créas au bon moment selon les personnes, selon s'ils sont chez eux, etc. Ça va leur montrer des créas différentes. Par exemple, s'ils sont en déplacement, ils vont peut-être montrer plus des statiques. Quand ils sont chez eux, des vidéos un peu plus longues. Ça va penser aussi d'avoir des vidéos courtes. Par exemple, vidéo de 10 secondes, vidéo de 30 secondes, vidéo de 2 minutes. Il faut essayer d'avoir un peu de tous les formats. Et après, Facebook optimise très bien là-dessus. Ok. Et concernant ta recherche marketing, donc si c'est un produit où ça saute pas aux yeux, l'ensemble des audiences, si c'est un produit un peu plus compliqué, comment tu fais pour... donc c'est un produit que tu scales, comment tu fais pour bien t'adresser aux audiences, connaître l'ensemble des audiences? Tu te bases sur les commentaires Facebook, le Trustpilot. Est-ce que tu as des techniques, des outils que tu utilises pour ça? Ça c'est beaucoup, moi là où j'en suis, c'est moins du process mais plus du coup une question aussi d'expérience où en fait on a les datas, etc. Donc pour nous en fait il y a beaucoup de choses aussi qui sont évidentes.
Après, ce qui est sûr, c'est qu'on va venir aussi creuser. Donc, notamment, nous, ce qu'on fait, c'est que quand on a un produit, on regarde en fait, on a une personne qui va regarder tous les commentaires et qui va nous lister, en fait, si par exemple une personne, je sais pas, dit, enfin, tous les messages des personnes, en fait. Et en fait, selon les mots de ce que les clients disent, etc., ça va nous donner des idées, en fait. Des idées en fait d'angles à aborder, etc. Et en fait, généralement, tu sais via les clients. Et après, si tu n'as pas encore lancé le produit, tu peux regarder sur Amazon, regarder comment les gens parlent, voir telle problématique qu'ils ont, etc. Et du coup, tu peux creuser sur le persona comme ça. Et après, tu peux aussi donner tous les éléments à ChatGPT pour ensuite creuser un peu plus sur le persona. Mais il faut déjà avoir des éléments de base. Tu peux pas demander à ChatGPT, fais-moi un persona pour tel 100%. produit parce qu'il va dire tout n'importe quoi. C'est bien de lui fournir des avis Amazon, lui fournir le plus de data possible en fait. Les commentaires Facebook d'un concurrent. Voilà. Ouais, tout simplement. Tout simplement. Les Mais tu as raison, écoutez finalement le marché, les humains qui parlent et pas faire du prompt ChatGPT bêtement. Nous, ce qu'on fait qui marche très bien, c'est les questionnaires post-achat. Finalement, en fait, c'est la réponse du client. Tu peux réutiliser son wording, ses mots. Et ça, c'est ce qu'on utilise énormément. Après, on utilise de plus en plus 2 outils là actuellement. On est en train de creuser, mais on a des super résultats. C'est Grok, donc l'IA de Twitter. Finalement, elle est un peu comme Perplexity connectée à Internet. Et elle peut aller regarder des Reddit, Quora, des forums. Et en fait, on lui dit, voilà, on vend tel produit. Est-ce que tu peux me faire une analyse de marché? Ou alors, voilà, des fois, c'est un peu plus précis. Est-ce que tu peux me définir les audiences? Ça, c'est incroyable. Et en fait, quand tu mets l'option, il me semble que c'est Deep Search. En fait, tu vois son raisonnement. Et pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, il va sur des dizaines, voire des centaines de forums. Et il prend des vraies informations réelles qui existent sur Internet. Et il te fait un récap. Et nous, on était sur le cul, quoi. Enfin, c'est vraiment... J'avais vu une démonstration, justement, de ChatGPT. Ils ont sorti aussi leur truc similaire. Ok, ils ont fait un truc similaire. Ouais, ils ont fait un truc similaire, mais je crois qu'il faut prendre l'abonnement. Je suis même pas sûr qu'il faut prendre l'abonnement maintenant supérieur à 300 € par mois. Mais j'avais vu, du coup, c'était une vidéo avec Hardisk où il faisait pour ceux qui connaissent, il faisait en fait une vidéo vraiment où il testait vraiment l'IA, etc. Et notamment, en fait, il avait fait une vidéo sur, je sais même plus c'était sur quoi, mais en gros, il avait fait tout un espèce de documentaire, etc. Et en fait, pour essayer de faire le truc, en fait, il a donné toutes les infos à ChatGPT de ce qu'il veut faire, de donner même le sommaire, etc. et de développer tout le truc. Et en fait, il a été chercher toutes les informations. Je crois que c'est peut-être sur les Yakuza, un truc comme ça. Il a été chercher toutes les informations, etc. sur Internet disponibles, tous les trucs pour créer vraiment un documentaire de A à Z. Et le truc que ça a pondu, c'est vraiment incroyable. En fait, c'est vraiment un vrai travail qui aurait pu être fait par un humain avec des informations vraiment accurate, basées sur des data réelles. C'est ça. Et en plus, il va pas. Bon, forcément, si tu lui dis, par exemple, tu vas un produit marché français, etc. Ça va chercher sur le marché français. Mais lui, en l'occurrence, allait carrément sur le Wikipédia japonais pour chercher des infos qui n'étaient pas sur les Wikipédia français, anglais, etc. Et ça fait vraiment en fait un truc où en fait tu as limite une vidéo où tu as de la value en fait que même les Français n'ont pas parce qu'ils vont pas sur le Wikipédia japonais. Et en fait c'est super incroyable. Je savais même pas que ChatGPT faisait ça maintenant parce que nous on s'était arrêté à Grok et un autre outil c'est Gigabrain. Donc je sais pas c'est lequel le mieux, mais Gigabrain super. T'as déjà eu des retours de ça aussi de Gigabrain? On a utilisé franchement super. Pour l'instant on préfère un peu Grok, mais après moi comme dans tout la variété multiplier les ils vont sources, chercher à des sources différentes et au pire tu réunis tout après et tu remets dans un GPT derrière qui c'est incroyable. Et on parlait là on est sur l'IA. Est-ce que tu en utilises toi un petit peu du coup dans tes créatives pour le copywriting? Nous on utilise beaucoup Claude par exemple. Claude, incroyable. En fait, nous maintenant on a un process où j'ai bien prompté les trucs, etc. Pour chaque marque, on a mis toute la documentation parce que tu peux faire des projets sur Claude. Un Claude incroyable pour le copywriting. Et en fait, tu lui donnes toutes les infos sur la marque, tes produits, etc. Même des scripts que tu as déjà fait pour des UGC, etc. Et nous, en fait, on a un truc. Du coup, par rapport à ça, on a même donné en fait on a des espèces de structures en fait d'UGC où en fait on a des centaines de structures qu'on lui a aussi données. Et en fait, tout simplement, on lui dit donne-nous des idées d'UGC. Il nous donne des idées d'UGC. On lui dit ok, développe telle idée. Il développe telle idée et en fait, il fait un script avec le prompt, etc. qu'on lui a donné qui fait vraiment humain. Genre, il ajoute. Et quand c'est pas assez humain, je lui dis rajoute un peu d'hésitation comme si c'était un humain. Et là, il rajoute de l'hésitation. Bon, quand il en fait trop, je lui dis fais-en un peu moins s'il te plaît. Et après, il fait vraiment en fait un script en fait qui peut être lu par un humain et qui est vraiment incroyable. Bon, après, il faut repasser un petit peu dessus. Mais par rapport à ChatGPT qui fait très robot, Claude, ça fait ultra humain. Les mots sont bien utilisés, c'est incroyable. Au début, on était un peu perplexe. On se disait ChatGPT, Claude.
Au bout de 2 heures, on s'est dit, bon, ChatGPT, on va le ranger quand il s'agit de copywriting, c'est trop puissant. Mais je pense que ça dépend juste surtout de la quantité et la qualité de doc que tu vas lui donner en base. Ouais. En base. Parce qu'en fait, si tu lui dis par exemple, je vends une brosse de cheveux, fais-moi une fiche produit, tu vois. En fait, si t'es trop large comme ça, mais si tu as vraiment récolté beaucoup de data sur tes produits, tu mets tous les commentaires, tu mets tous les avis, tu mets même des screens sur Reddit, sur Quora, etc. Un maximum de data sur ton prod, là, il est incroyable. Ouais, même quand tu lances un produit, que tu veux faire une description, etc., bah, juste tu vas choper toute la description de tes concurrents, leur de copie, potentiellement des commentaires, avis Amazon, etc. Tu mets tout dans un projet. Et tu lui dis, OK, bah déjà, premièrement, généralement un persona par rapport à toute la data que tu as récoltée. Il génère un persona ou 2 ou 3, il peut y avoir plusieurs personas par produit. Il les génère. De ce persona, tu dis, OK, génère-moi une courte description du produit, correct en marketing, etc. Il génère une courte description. Après, tu lui redonnes le persona, la courte description. Tu dis, OK, fais-moi 3 titres percutants, par exemple, en marketing, etc. 3 gros titres. Il faut y aller par étapes avec les IA toujours. Là, il te donne 3 gros titres. Bon, déjà, tu les retravailles si ça ne va pas, etc. Tu les redonnes. Tu dis, OK, pour chaque titre, développe-moi la description. Donc forcément, il faut lui donner les trucs en mode une description où tu parles que des bénéfices ou voilà. Enfin, faut bien guider l'IA. Mais ça, c'est incroyable. Genre, si tu vas par étapes comme ça avec toute la data, comme tu disais, genre dans les projets, etc. C'est clairement comme ça qu'on procède. En fait, on prend un Google Doc et on met donc un Google Doc de marketing research et on met toutes les infos possibles. Donc, on envoie les screenshots de la page produit, les screenshots de tous les avis Facebook, les screenshots de tous les avis Trustpilot. S'il y a des concurrents, on fait aussi des screenshots. On met toute la recherche qui a été faite par Grok ou par Gigabrain. Et vraiment, en fait, c'est un master doc rempli en plus, avec la recherche derrière, ça doit être incroyable. Et en fait, on télécharge ça sous forme de PDF. Et on a juste à le drag and drop sur Cloud AI. T'as pas besoin de mettre tous les documents. T'as vraiment tout. Et en plus de ça, tu dois pas refaire le travail à chaque fois. Ouais. Et des fois, on a des documents de 42 pages. Bon, c'est beaucoup de screenshots. Hein. Mais quand on upload ça, c'est bingo, c'est bon. On sait que ça, j'ai jamais essayé du coup avec là ce que tu as dit avec la recherche ChatGPT, etc. Ça doit être incroyable. En fait, tu mets vraiment dans un document, un Google Doc, tu mets toutes tes infos, tu le télécharges en PDF et après Cloud AI il fait le taf et là tu n'as plus besoin de lui dire quoi que ce soit. Il a déjà tout compris. Mais il faut avoir fait du coup la recherche en amont. En vrai, c'est la base du bon prompting. Exactement. Mais quand tu as input, output, si tu n'as pas les bons inputs, tu n'as pas les bons outputs. Et nous maintenant, on préfère passer 2, 3, 4 jours à vraiment faire un gros travail de recherche pour pouvoir avoir des bons outputs. Des fois, on travaille sur des produits 3 mois, 6 mois, 9 mois. C'est relou d'à chaque fois remettre des inputs, c'est chiant. Ouais. Plus vous scalez, plus vous aurez de data sur votre prod, plus de commentaires, plus d'avis, etc. Après, il faut le mettre à jour. Il faut le mettre à jour régulièrement et le remettre dans le cloud à chaque fois. Et en fait, plus le temps passe et plus il est puissant, plus vous pourrez faire de créa, des meilleurs scripts, un peu tout. Et moi, ce que j'aime bien aussi dans les IA notamment, ChatGPT et Claude, ce que j'apprécie particulièrement et que franchement, le rendu est quand même bien différent quand je le fais, c'est de donner en mémoire aussi 2 livres de copywriting genre ça je le fais aussi, vraiment la classique. Il y a attendez, le nom c'est The Adweek Handbook of Copywriting, je crois un truc comme ça. Je sais plus si c'est dans ce sens-là le titre. Et il y a Breakthrough Advertising aussi. Les mêmes. Voilà. On vous les donnera si vous voulez. J'ai les PDF sur mon ordi, on les mettra en description dans un Google Drive. Et ça, franchement, quand on les met aussi, c'est vraiment puissant. Ouais. Il y a aussi, pour les créas aussi, je crois que c'était toi qui me l'as envoyé, c'était de Nick Thériault. Il a un giga PDF de 99-100 pages, un truc comme ça, sur la créa. Et du coup, quand par exemple, j'ai un GPT exprès pour générer des ad copy, tu lui donnes ce bouquin, tu lui fais un bouquin en copywriting en plus justement le grand PDF de Nick Thériault. Et quand le avant-après, quand il y a ça en input, justement, c'est incroyable. Et nous, c'est ce qu'on fait. On a une 15-20 de prompts qu'on a notés quelque part. Et finalement, c'est des livres différents, des prompts tout le temps différents parce que je pense pas qu'il y a un prompt qui peut te faire toute la variété de copies que tu souhaites sur tes créas. Donc, multiplier les bons prompts, je pense que c'est aussi la clé. Mais mettre des livres, c'est vraiment cheat code. On le fait aussi. Ça aide pas mal à aiguiller le Cloud AI. De toute façon, c'est comme dans tout. Là, tu vois, c'est utiliser plein d'IA, utiliser plein d'inputs différents. À chaque fois, la quantité fait que tu vas obtenir les meilleurs résultats possibles. Et on le retrouve ça dans tout. Dans la quantité de créa que tu vas tester, dans potentiellement, pour certains, la quantité de produits qu'ils vont tester, etc. Dans la quantité, on retrouve toujours, tu vois, ce qu'il y a le plus à aller chercher, tu vois. Et du coup, pour revenir à la créa, est-ce qu'on pourrait pas aussi donner quelques grosses marques qui fonctionnent bien? Comme ça, les gens, ils ont des sources d'inspiration à aller checker quotidiennement. Je ne sais pas si vous avez des exemples de grosses marques à donner
en personne? Au niveau des grosses marques, moi, il y a une marque US que j'adore regarder parce qu'ils sont en avance sur tout le monde. Ils sont très très bons. C'est Obvi, ça s'appelle. Que ce soit en termes de LP, ils sont très bons. En termes de créative, incroyable. Même en termes de créative image, ils ont un niveau. Ils explosent tout le monde, j'ai l'impression. Ils en voient tellement en quantité, c'est impressionnant. Ouais, et tout le monde les copie. Même moi, je m'en inspire beaucoup. Donc il y a Obvi. Marché FR, il y a une marque que j'aime bien m'inspirer. Je les trouve très inspirants, ils sont très bons. Bon, maintenant, ils ont scalé à fond, ils sont à un niveau vraiment au-dessus. C'est Flytex, ça s'appelle. Ok. Des jambières de compression pour les genoux. Et eux, vraiment, ils tournent depuis au moins, je crois, peut-être 2 ans, 3 ans. Et ils sont très, très bons en termes de créative et en termes de LP aussi. C'est une marque que j'aime bien, on va dire, recommander parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas une page produit incroyable non plus, mais tout repose sur la base. Bonne offre, bon produit, bon marketing. Il n'y a pas de couleurs dans tous les sens, etc. Et pour moi, c'est vraiment très inspirant, que ce soit pour faire le site ou que ce soit pour faire les créas. Pour moi, c'est un bon exemple à suivre. Voilà. Ok, donc ça, c'est typiquement 2 librairies que tu vas régulièrement aller t'inspirer, voir ce qu'ils font, s'il y a des nouvelles types de LP qui sortent, s'il y a des nouveaux concepts de créa qu'ils envoient. Obvi surtout, Flytech, j'aime bien recommander ça à, par exemple, des débutants, etc. Mais c'est aussi très inspirant. Okay. Mais après, il y a énormément de marques. En fait, Ouais. Sur Atria, on a une centaine de marques qu'on suit et qu'on s'inspire, etc. Donc, en fait, on va pas piocher que dans une marque. En fait, on aime bien aussi avoir pioché dans plein de marques différentes, en fait, pas que dans une seule, pour vraiment avoir de la diversité et tester un maximum de choses. Ok. Toi, tu aurais des exemples de marques? C'est Huel, Huel, qui tourne vraiment bien. Il tourne beaucoup sur le format statique. Donc finalement, c'est ce qui nous intéresse beaucoup parce que le format vidéo, on peut reprendre un petit peu, mais ça dépend vraiment de la marque. Et Happy Mammoth, ça c'est un mastodonte. Ils sont super forts, que ce soit en vidéo ou en statique. On regarde régulièrement ce qu'ils font, c'est inspirant. Ils sont un peu comme Obvi, ils créent les tendances souvent comme Obvi, c'est super cool. Il y a Pet Labco aussi, sur marché US, qui sont chauds, dans compléments alimentaires pour animaux. Ils en voient beaucoup aussi. En tout cas, là, on a bien plongé dans l'opérationnel, on a pas mal de value, mais moi j'aime bien un peu des fois dézoomer et regarder un peu c'est qui les hommes derrière qui font ça, les entrepreneurs. T'as de la chance de côtoyer des super personnes qui sont des super brains. Est-ce que tu vois des patterns, est-ce que tu vois des comportements, un mindset commun à ces personnes? Ce qui est commun parmi toutes les personnes, généralement, c'est que tout le monde est très différent. C'est ça que j'aime bien dans la sphère entrepreneuriale, etc. C'est que tout le monde a un profil très différent. Enfin, c'est vraiment ultra diversifié. C'est toujours des profils très originaux, j'ai l'impression. C'est pas tout le temps le cas, etc. Mais dans les personnes qui réussissent, on va dire ça, c'est vraiment le principal. Après, généralement, c'est des gens qui vont essayer de penser un peu out of the box. Généralement, j'ai l'impression. C'est des gens aussi qui sont très dans l'action. Généralement, ils vont pas être trop dans l'analyse, etc. C'est important, mais je veux dire, s'ils ont un truc à faire, ils le font direct. Ils attendent pas. Comme tu parlais tout à l'heure du time to market, etc. C'est super important. Et généralement, c'est des gens justement qui agissent. Bon, faut pas agir débilement, mais généralement, voilà, ils agissent. C'est un truc que je remarque beaucoup. Après, voilà, les profils sont quand même bien différents, je trouve. Je sais pas, toi, ton avis un peu là-dessus. Moi, ce que je remarque souvent, c'est l'aversion au risque. Finalement, c'est des personnes qui osent prendre des risques modérés, forcément, mais ils n'ont pas peur de perdre quelques euros pour un testing. Ils vont de l'avant, ils sont dans l'action, et en plus de ça, voilà, ils sont prêts à perdre pour gagner beaucoup. C'est un truc que je remarque beaucoup. Et c'est aussi un truc que je remarque beaucoup dans les gens qui ne marchent pas en ce moment. Souvent, ils sont en train d'essayer d'économiser quelques centaines d'euros par-ci par-là, mais je pense pas que c'est le bon mindset. Généralement, c'est une question aussi de vision. Tous ceux qui réussissent, ce qui est sûr, c'est que tout le monde a une vision. Ils sont pas là en mode je vais faire un shop pour me faire quelques euros à la fin du mois. C'est vraiment vision long terme. Je veux faire ci, je veux faire ça, je veux être ci, je veux être ça. Ils ont une vision vraiment plus ou moins précise, parce que moi, je sais que j'avais pas une vision forcément ultra précise pendant très longtemps. Maintenant, ça se clarifie de plus en plus. Je sais où je vais sur le moyen terme et pas sur le long terme, parce que ça bouge tellement, etc. Mais ceux qui font le plus de chiffres, etc., ils ont toujours des visions vraiment, des très grosses visions. Des rêveurs un peu. Ouais, c'est ça. Et, des rêveurs, mais du coup, des rêveurs qui réalisent leur truc, c'est ça qui est fou. Mais du coup, ouais, ça, c'est un truc que je remarque beaucoup chez les entrepreneurs. Et en parlant de vision, justement, tu disais que tu as une vision court terme, moyen terme, mais pas forcément long terme. Ouais. Est-ce que tu as potentiellement, c'est quoi un peu tes goals, justement, court terme, moyen terme actuellement? Alors, court terme, moyen terme, là, ça va être en gros
Moi, c'est plus à l'année. Ok. Donc voilà, donc par exemple cette année je sais que là mon objectif avec mon associé, parce que du coup j'ai un associé sur tout ce que je fais, Mhm. et du coup là notre but c'est d'atteindre des 200 KBNF par mois déjà dans un premier temps, donc c'est un objectif chiffré. Voilà, juste on charbonne un maximum, etc. C'est un objectif chiffré. Après l'objectif long terme vraiment en dehors financier, etc., c'est encore un truc qui reste un peu flou pour moi. Mais ce qui est sûr, c'est que le but final, c'est d'avoir vraiment la liberté ultime où tu as gagné assez de cash toute ta vie, etc., pour justement coffrer un maximum, placer en bourse, banque privée, etc., pour vraiment, après, être tranquille et vraiment faire ce que tu veux. Bon, ça ne veut pas dire pas travailler, mais moi, ça serait m'intéresser à des sujets vraiment qui me passionnent en dehors de l'argent. Parce qu'avant, j'ai toujours fait des projets, etc., perso. Mais avant, je faisais des projets, pas pour l'argent, vraiment des projets passion, des trucs que je kiffe, même pas pour l'argent. Mais maintenant, bah, forcément, il faut de l'argent, quoi. Donc, je Ouais. fais des projets pour l'argent, bon, qui me passionnent. J'adore l'e-com. Mais il y a des sujets encore qui me passionnent encore plus, notamment dans l'IA ultra deep, etc., que je peux pas, en fait, j'ai pas le temps d'aller m'y intéresser. Et justement, le but, c'est d'avoir cette liberté, etc., pour pouvoir vraiment creuser des sujets comme ça qui me passionnent et tester plein de trucs que je trouve Mhm. un peu bizarres. Tu sais, par exemple, on voit beaucoup les gens parler d'advertorial, de ces trucs-là. J'ai même pas le temps de m'y intéresser parce que, bah, il faut du temps pour ça. Et ça, c'est des trucs, par exemple, que j'ai envie de creuser, etc., en dehors même de l'aspect financier, parce que c'est des trucs, des fois, quand on voit, on est en mode comment ça fonctionne, tu vois, genre les native ads, etc. Comment les gens arrivent, combien ils font, comment ils arrivent à chiffrer, comment les gens achètent via ça, etc. Dans le monde de l'e-com, c'est très flou généralement. Il y a très peu de personnes qui font ça. Et c'est des trucs, des sujets vraiment que j'ai envie de creuser, qui m'intéressent beaucoup. Ok. Et en vrai, est-ce que vous avez potentiellement des... Je te parle aussi à toi, Kael. En termes d'objectifs, est-ce que vous avez des objectifs financiers assez précis en tête ou pas forcément? Parce que moi, personnellement, pour ma part, j'ai toujours envie de pousser les process toujours de plus en plus loin, toujours m'améliorer, toujours devenir meilleur à chaque fois, mais personnellement, j'ai jamais eu de goal financier et je me dis pas, dans 3 mois, il faut que je fasse 10 000 euros de profit en plus, etc. Je sais pas, vous, comment est-ce que vous réfléchissez? Parce que la plupart des gens, en général, surtout sur les réseaux, etc., on voit souvent, moi, dans 6 mois, je me fixe pour objectif de faire tant d'euros de chiffre d'affaires. Il C'est faut comment? rester réaliste par rapport à tes compétences, c'est sûr. Si moi, par exemple, je pars sur 200 k bénéf par mois, c'est que je sais qu'on en est capable et on n'est pas non plus à des années-lumière. Donc, en fait, ça, c'est des objectifs réalisables. Mais quand tu débutes, tu vas pas dire je vais faire 30 k bénéf par mois. Bah, c'est bien d'avoir un objectif parce que pour moi, avoir un objectif, il faut avoir un objectif, une vision, etc. Mais aussi un objectif financier dans le sens où ça va quand même te pousser au travail, etc. Et donc, je trouve que c'est quand même important. Comme ça, au moins, tu stagnes pas et voilà. Après, il faut pas non plus être frustré. Faut aussi avoir la vision long terme en dehors du financier, c'est important. Faut pas faire ça que pour l'argent. De toute façon, si tu fais ça que pour l'argent, généralement, ça fonctionne pas. Faut quand même avoir une vision de l'après. Pourquoi gagner de l'argent? Parce qu'en vrai, tu peux avoir 1 ou 5 millions. Entre 1 et 5 millions, il y a pas grand chose qui change à ta vie en réalité. Parce que dans tous les cas, tu vas pas. Enfin, hormis si tu es un gros spender, moi je sais que jamais, même ce que je gagne actuellement, jamais j'utilise l'argent que je gagne. De ouf. Voilà, c'est des objectifs financiers pour placer, etc. Mais après, en réalité, si tu veux gagner par exemple 1 million ou 5 millions, ou 10 millions, ce qui va différencier ça, c'est la vision que tu as sur le très long terme. Parce que tu fais pas 5 millions pour gagner 5 millions. Si tu veux gagner 5 millions, c'est que tu as une vision, tu as un truc que tu veux changer, un truc, voilà, tu as forcément un projet. Ouais, ou tu veux faire kiffer ta famille comme pas possible. Avec Après 10 millions, tu les fais plaisir à ta famille. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais ouais, Ok. en tout cas. Et toi, c'est comment? Moi, me concernant, honnêtement, je me mets jamais des goals. Souvent, c'est des goals de 2 semaines, 1 mois, grand maximum. Ok. C'est ouais, je prends un sujet, je me dis, ok, j'ai envie de le décortiquer à fond et être très bon dans ce sujet. Et ça s'arrête là. Et c'est jamais chiffré. Ok. C'est tout le temps court terme et opérationnel. Mais du coup, C'est- 6 mois, 1 an, tu sais pas à peu près vers où tu vas en général? Non, aucune idée. Franchement, moi, mon but, ma ligne, elle est toujours la même, c'est d'être de plus en plus compétent. Je pense sincèrement que... C'est vraiment un truc qui te passionne. Moi, ça me passionne. Donc, j'adore l'e-com et je suis assez sûr que finalement, si la compétence est là, le profit suivra derrière. Donc, 100%. En vrai, je suis un peu du même avis. Ouais. c'est ça, connecter avec les bonnes personnes, se faire un bon réseau, avoir des bonnes compétences et Tout vient tuer naturellement tuer après. une to-do constamment. Et je pense que le reste, ça viendra. Et j'aime pas aussi avoir des pensées limitantes de se dire je veux faire 50K, 100K, 200K par mois. Je me dis, on sait pas de quoi est fait demain. Il peut se passer mille et une choses. Autant être dans l'action constamment. Ouais. Mm. Ça te pousse à aller à l'action, ça c'est sûr. Ouais, Mais c'est c'est ça. plus important.
Bon, du coup, on en sait un peu plus sur tes objectifs, sur ce que tu as actuellement. Donc, à l'agence, il y a les shops qui commencent à arriver. Du coup, dis-nous un peu plus, c'est quoi les next steps? Alors, le premier next step, c'est forcément faire 200K bénéf par mois, comme j'en parlais. Ok. Donc, pour ça, en fait, nous, de base, on a l'agence marketing. De base, on n'avait pas beaucoup délégué, etc. Donc, on a atteint des gros chiffres juste à 2. Bon, après, maintenant, on a bien délégué. Là, justement, on automatise et on délègue à fond, que ce soit via l'IA, que ce soit via des humains, etc., avec des process. Parce que le but, c'est de se libérer un maximum de temps pour nous, en fait, passer du temps en fait, sur les shops, etc., parce que ça prend beaucoup de temps. Là, on a lancé 2 shops et un infoproduit. Donc, rien que ça prend du temps. Et en plus, on duplique un shop là sur un marché, un deuxième marché. Donc, ça prend beaucoup de temps. Mais du coup, là, le but, c'est vraiment de se libérer un maximum de temps, lancer des shops. Le but, c'est de lancer 3 shops bien rentables, que ce soit infoproduit ou e-com, ça dépend de ce qui va le plus prendre. J'aime bien quand même l'infoproduit parce que ça me fait apprendre des nouvelles choses et tout, c'est super intéressant. Et le but, c'est d'avoir en fait 3 marques qui fonctionnent et ensuite les dupliquer sur tous les marchés pour vraiment chiffrer un maximum possible et voilà. Ok, incroyable. Et potentiellement après aussi donner plus de valeur sur que ce soit Twitter, etc. Parce que c'est vrai que actuellement je suis plus trop là-dessus, mais j'ai toujours aimé donner de la valeur, même aider les gens, que ce soit gratuitement, en coaching, etc. Tu manques à Twitter. Mais voilà, c'est un truc où j'aimerais quand même avoir le temps parce que n'empêche que le fait d'aider les gens, changer même des vies, etc. C'est des trucs que j'ai déjà pu expérimenter et c'est ultra satisfaisant en fait d'un point de vue personnel. Mais aussi du point de vue de la personne, tu vois, tu peux changer des vies, aider les gens. Et moi, c'est un truc aussi que je kiffe en dehors de l'aspect financier. C'est à très long terme, c'est un truc vraiment qui me plairait, je pense. Il y a le gratifiant, et il y a l'aspect pécunier, il y a la gratification qui est super important. Ouais. Excellent, on n'a aucun doute que ça va se passer, que ce soit sur la délégation ou sur tes shops. En tout cas, c'était un podcast avec beaucoup de value. Ça nous a Merci fait pour extrêmement l'invitation. plaisir de t'avoir parmi nous. Ce qu'on peut te souhaiter, c'est de remplir tes goals. Et si Exami vous a intéressé, j'en suis sûr, n'hésitez pas à aller dans la description. Du coup, il va avoir son lien Twitter, toute la value, tous les documents qu'il nous a partagés. Et on se revoit, je pense, d'ici 6-9 mois pour voir un peu si les next steps ont été réalisés. Carrément, il y aura toujours des trucs intéressants à dire dans tous les cas. On fait comme ça. Ouais. Merci beaucoup. On se voit au prochain Merci podcast. beaucoup. Ciao. Ciao.